une prof de théâtre qui m'a dit tu vas te mettre en caleçon torse nu devant ta classe et tu vas crier. Mais elle articule pas, putain, cousine, on comprend pas tout. Pourquoi vous rigolez, vous? J'ai pas kiffé le rire, là. Inox est invité à Munich pour vivre la finale au stade et pas moi. Je suis dépité. Le footix. On a été ridiculisés à parler pendant 2 heures qu'on allait les tuer, qu'on allait les niquer. J'ai perdu. Donc tu voulais rayer M6 de la carte, en fait. Mais ouais, direct. Mais c'est pas ouais, avec ça. Ce que je voulais te demander, en fait, et je pense que c'est une question que pas mal de personnes se posent ici, c'est que ça fait quoi, au final, d'être milliardaire? Et c'était avant le World Wide Web, avant le 3xW. Alors. Ah, ça veut dire ça, www? Ouais. Pas mal, hein. On est là pour apprendre. On a perdu du monde, là. On a perdu du monde. Ouais, Même moi, j'ai fait profil bas. Je sais pas du tout, mais... Salut à tous, bienvenue dans The Bridge avec aujourd'hui un épisode très spécial. Effectivement, nous sommes en public, un public composé de lycéens et avec nous un casting incroyable, étonnant, détonnant, en la présence de Xavier Niel, entrepreneur fondateur de Free, accessoirement milliardaire, mais aussi Inoxtag, youtubeur et aussi entrepreneur à son image et à son échelle. On aura aussi la chanteuse pop et R&B Ronisia et l'humoriste Paul Mirabel. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on a un très bon casting, un très bon public, et c'est parti. The Bridge is on. Nous voilà en plateau pour ce nouvel épisode de The Bridge. Écoutez, merci beaucoup à vous d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous également dans le public. Et vous qui... Bien vu le public. Qui vous regardez, évidemment. Voilà. On l'a dit en intro, c'est une émission un peu spéciale, mais c'est aussi une émission où vraiment le fil conducteur entre vous, les ponts entre vous, ils sont extrêmement évidents. Et le premier, en fait, c'est tout simplement Internet. Je veux dire, il y a un truc qui vous relie tous et qui nous relie tous, c'est Internet. Mais j'ai envie de dire, on va peut-être commencer d'abord par toi, Ronisia, parce que... Parole aux femmes. Ouais, évidemment. Et en plus, tu as un lien fort avec Internet. C'est-à-dire que aussi le début de ta carrière en tant que chanteuse, il est extrêmement lié à Internet. C'est ce qui t'a vraiment aidé à te faire découvrir en tant que tel. Bah ouais, ça part de ça part de TikTok, ça part des partages sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram et sur toutes les autres plateformes. Donc je pense que même c'est le premier outil de travail, en tout cas pour un artiste. Mais tu penses qu'aujourd'hui, sans Internet, tu n'aurais pas pu du tout développer ce métier, ce talent que tu avais en toi ou Peut-être développer le talent, peut-être, parce que ça, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'Internet. Mais le partager, en tout cas, aussi rapidement, ça aurait été compliqué. Je serais peut-être allée à Châtelet distribuer des CD et tout. Ça rigoler, c'est ce qu'on faisait avant. Ça, c'est chaud, tu vois. C'est ce qu'on faisait C'est avant. chaud. Ça aurait été plus difficile de percer, ou plus long. Bah ouais, je pense, hein. Mais tu te crées une vraie fanbase, je pense. Parce que si tu découvres ton artiste parce qu'il est venu t'apporter un CD à Châtelet, En vrai, c'est dinguerie. banger. Bah toi, Paul, c'est pareil aussi. Internet, c'est un vecteur aussi qui t'a propulsé, notamment Instagram beaucoup. C'est plus, moi, je crois que c'est un sketch à Montreux que je fais qui, du jour au lendemain, fait beaucoup de vues. Et ouais, après, c'est un alignement de planètes qui fait que le jour où t'es filmé dans un bon contexte, que c'est une prestation qui se passe bien, ça prend, tu vois. Je crois que c'est un accélérateur assez fou pour des gens qui ont envie de se faire connaître. Après, je pense qu'il y a aussi des inconvénients, c'est que j'ai l'impression que tu peux avoir l'envie d'éviter un processus de travail et de te dire je veux buzzer ou faire ce genre de choses. Bah, en fait, Internet, moi, je trouve que c'est à double tranchant. Genre, c'est soit t'en montres trop, soit pas assez, tu vois. Et en fait, à partir du moment où tu déposes un truc sur Internet, il t'appartient même plus. Donc les gens, ils en font ce qu'ils veulent, en fait, tu vois. Ils peuvent détourner ton image, tes propos et tout. Donc c'est vrai que c'est à double tranchant. Je pense qu'il faut faire attention. T'as déjà posté quelque chose, par exemple, et tu t'es dit, ah, peut-être qu'en fait, j'aurais pas dû le faire? Direct, tout le temps sur Snap. Des photos... Des tweets effacés. Non, je te jure, c'est vrai. Genre des photos où des fois, tu te trompes de story. Tu mets ça en story. Les gens, ils ont déjà screen, c'est fini. Tu vois. Mais après, c'est le jeu. Il faut juste faire attention. Hein. Mais pour toi, c'est différent parce que justement, en tant que streamer aussi, tu as besoin de montrer le maximum de choses possibles tout en gardant aussi ta vie privée.
Pendant très longtemps, moi, je donnais tout sur Internet. Je mettais Tout. chez moi, les chaussures que j'achetais, les trucs que je mangeais, enfin tout. Je partageais toute ma vie. Jusqu'au jour où tu te rends compte qu'il y a une limite, tu vois, et que à un moment tu deviens tellement connu et que les gens, ça attise aussi les convoitises et tout. Et il m'est arrivé pas mal de galères ces derniers temps, à force de trop montrer. Du coup, maintenant, tu fais un peu plus attention parce que, tu vois, les affaires de cambriolage, séquestration, tout ça. Et ça, comment tu le vis justement aujourd'hui, c'est quelque chose qui t'a tellement marqué où tu es sur une réserve et tu fais attention à tout, ou t'arrives encore. Ouais, maintenant, je fais attention. Avant, je faisais pas attention. Après, j'étais dans la foule de la jeunesse, je bombardais, j'envoyais tout. Mais à un certain moment, je pense, plus t'évolues et plus tu grandis, plus tu dis que t'as des responsabilités aussi. Et même vis-à-vis de ma famille, tu vois, je peux plus tout montrer. Je peux pas dire quand je pars, quand je reste. Je peux plus mettre des stories en direct aussi parce que les gens maintenant ils regardent. Donc même pour ma famille, tu vois, c'est pas facile tout le temps, quoi. Donc j'essaie de doser ce que je montre, ce que je peux pas montrer. T'es conseillé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui te conseillent, ou c'est vraiment de toi qui fait en sorte de trouver le bon dosage? Voilà, tout le temps, dans tous mes projets, dans tout ce que je fais, j'ai tout le temps mon équipe qui est derrière moi pour me donner les bons conseils. Quand ils me disent, ouais, là, tu fais de la merde, ils sont là pour me le dire. Donc t'as tout le temps des personnes qui te mettent dans le droit chemin. C'est pour ça, je pense, tous ceux qui sont là, on a tous une équipe autour de nous, on n'est pas tout seul dans nos choix et dans ce qu'on fait. Mais après, à contrario à nous tous qui sommes en plateau, t'as commencé à un âge vraiment extrêmement jeune. T'as commencé, t'avais 13 piges, mais t'avais pas vocation de faire ça. À 13 ans. Et j'ai commencé à faire des vidéos à 13 ans sur Minecraft. Sur Minecraft. En 2013, je faisais des tutos cinéma 4D, tu sais, il y avait des logiciels de 3D pour faire bouger les personnages et tout. Je faisais des tutos, il y avait 300 vues. Et c'est venu comment, ça? Ah, c'est venu en mode, moi, je kiffais Minecraft, je kiffais construire des trucs, tu vois. C'est un jeu où tu peux exprimer ta créativité au max, donc tu peux créer ce que tu veux. Il n'y a pas forcément de but. Et donc, à un moment, tu dis, OK, vas-y, je vais faire ça. Et après, je me suis dit, OK, j'aime bien YouTube, je vais faire les miniatures pour les YouTubeurs Minecraft. Il y avait des vidéos sur Minecraft, grosse ils se filmaient en train de jouer. Ouais. Et du coup, je dis, oh, vas-y, moi, je vais faire les miniatures pour les YouTubeurs. Et donc, j'ai fait les images sur Photoshop. Et un jour, j'ai rencontré un YouTuber qui m'a dit, ah, mais tu sais jouer? Et moi, je jouais en même temps. Et donc, je jouais bien, on a fait un live ensemble. Et ensuite, sur son stream, les gens ils disaient, c'est qui le petit? Tu sais, j'avais une voix encore en mode. Bon, j'ai encore une voix un peu, tu vois, mais j'avais une voix vraiment en mode, salut les gars, tu vois. Et donc, les mecs, ils disent, c'est qui ce petit? Et petit à petit, j'ai eu 100 vues, 200 vues, 300 vues, 1000 vues. Et après, j'ai lancé des lives, il y avait, pareil, 10 viewers, 100 viewers. Et c'est monté petit à petit. C'est comment, tu sais, le matin, par exemple, tu te lèves et puis tu vois que ta vidéo de la veille, elle a buzzé. Quel sentiment que tu ressens? Au tout début, ça buzzait pas. Ça veut dire, pendant 5 ans, je faisais des vidéos tous les samedis et ça marchait pas. Genre, ça veut dire il y avait ma classe qui regardait, quoi. Il y avait 30 vues. J'arrivais en cours, ils mettaient ma vidéo sur le diapo pour se foutre de ma gueule, tu vois, en mode gaulerie. Mais moi, ça me faisait rire. Mais il y a eu 5 ans pendant 5 ans, je mettais des vidéos, Galère. des trucs, ça prenait Mais pas. parce que c'était ton kiff avant toute chose. Il y avait pas. Bah ouais. Toi, tu te disais pas, j'ai envie de percer là-dedans. Moi, je voulais juste avoir une communauté avec laquelle je pouvais partager des trucs, tu vois. Et c'est encore le cas maintenant, j'ai l'impression. On se connaît depuis C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps. Depuis longtemps. Et je vois ton évolution et c'est super inspirant, super cool. Mais un truc qui t'a jamais lâché, selon moi, c'est qu'en fait, t'as toujours fait les trucs pour le kiff. Mais C'est-à-dire toujours. qu'avant toute chose, pour te faire kiffer toi. C'est ça aussi, c'est que, en gros, quand tu commences Internet et tout, tu te dis, tu veux te faire kiffer, tu fais plein de choses, et t'as aussi envie d'avoir ce truc de, tu sais, on est des êtres humains et on aime bien être avec un groupe. Et t'as envie de te créer ton propre groupe, ton petit La clan, commune. tu vois. Et donc YouTube, pour moi, c'était créer ma petite communauté et petit à petit essayer d'évoluer avec eux, tu vois, jour après jour, année après année. Mais t'étais casanier, non? J'étais casanier de fou. Ouais, parce que je sortais les gens pas. qui se lancent sur YouTube, en général, ils sont très casaniers. Ouais, Là, ça veut dire vous avez pas de life, les gars. J'avais pas Alors de que life. Ronisi, elle est grave à fond sur Minecraft. Toi, tu kiffes Minecraft. Tu joues un peu ou pas? Pas du tout. Rien. Fortnite et tout. Mais non, Fortnite, je connais parce que ça y est, c'est hyper viral maintenant, Ouais. mais Mais t'as de jamais base, trop joué aux non. jeux vidéo. Tu joues aux jeux vidéo? pas du tout. J'ai essayé, genre je prenais la play de mon frère et tout, mais Mais par exemple, quand tu je commences crois à qu'elle faire était du même pas son, branchée. et quand tu commençais à faire du son, tu commençais, genre, tu les faisais chez toi, sur ton ordi, ou t'allais direct en studio? Directement en studio. Direct en studio? Ouais, T'as commencé le studio à quel âge? À 20 ans? Ah, t'as commencé à 20 ans. Ah, c'est Non, c'est Là, t'as quel âge, non, là 19 ans. Ça se demande pas. Ah, ça se demande pas? Non, c'est pas grave, j'ai Ah ouais, c'est vrai 25 ans. Mais après, il y a Wikipédia. Pourquoi?
Bah, en vrai, non, pourquoi on peut pas demander? Je suis sûr, il y en a ici parmi, ils savent. Vous l'avez mis dans une sauce? Non, j'ai 25 ans. T'as 25? Ok. Ouais, j'ai commencé à 5 ans. Je savais pas que moi, ça se demandait pas. Non, mais en plus, elle a 25 ans, c'est presque le même âge que Xavier, justement. Ça se demande pas non plus. Je dis, c'est presque. T'as quel âge, Xavier? T'as quel âge? 25. Parce Mais que par dans- contre, ça fait 35 ans que je fais de l'internet. Mais c'est justement ça qui est super intéressant. Toi, tu as commencé très jeune, notamment le code, avec un micro-ordinateur, un Sinclair, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'était un ordinateur qui valait 1000 francs et que mon père m'avait acheté et qui m'a appris à faire des logiciels. Pour revenir sur Internet, pour situer Monsieur Xavier Niel, en gros, on était à une époque où Internet déjà n'était pas en illimité, c'était très cher, etc. Et c'était des gens qui se gavaient bien sur nous. Et Xavier il est arrivé, il y avait la table comme ça, et il a mis un coup de pied Il a dedans. déréglé a le dit, marché. Non, c'est plus comme ça. Il n'y avait pas de box. La première box, vraiment, avec l'accès téléphone et télévision, c'est la Freebox. C'est la première box qui est arrivée. Ça a démocratisé déjà le haut débit, ça a démocratisé le prix. Mais ce que j'adore et dans toutes les histoires qu'on a là, c'est qu'Internet, ça permet un truc qui est incroyable, c'est que chacun des jeunes qui est là peut devenir une star mondiale, tout seul, chez soi, sans moyens. Et en fait, tu donnes l'accès au succès ou la potentialité de l'accès au succès, et vous êtes tous les trois des très bons exemples de ça, des incroyables exemples de ça, à tout le monde. Et en fait, c'est un moyen d'ascenseur social incroyable, Internet. C'est-à-dire que je peux avoir grandi dans une famille de galères, dans un monde de galères sans argent. Je peux avoir une bonne idée et que cette bonne idée devienne mondiale et fasse de moi une star mondiale et que je puisse en vivre. Et c'est en ça où c'est incroyable. Tu vois, c'est que là où avant, tu faisais ton disque en vinyle au Châtelet, et si tu cartonnais, peut-être que tu le vendais au Châtelet, et si tu étais très bon, peut-être qu'un jour une radio te prenait, peut-être qu'une télé en France te prenait. Et là, aujourd'hui, tu as un accélérateur de fou, c'est-à-dire que tu peux venir de n'importe où, t'es bon, t'as un talent, tu le mets en œuvre, et il devient mondial, et tu peux devenir une star mondiale. Et ça, c'est un truc de fou, et c'est la magie d'Internet. Toi, j'ai l'impression que tu as justement ce truc de dire, bah, c'était pas mieux avant, on va faire en sorte de construire encore mieux demain. Si tu veux, moi, j'ai lancé en France avec un copain, on a lancé le premier fournisseur d'accès à Internet. C'est-à-dire la possibilité d'accéder à Internet, c'était en 1992. Donc, il y a 33 ans, c'est ça, si je compte bien. Donc, Et c'était avant le World Wide Web, avant le 3xW. Alors, quand on a commencé, le web n'existait pas. Ouais. Donc, c'était un truc un peu de scientifique. Et... Ah, ça veut dire ça, www? Ouais. Pas mal, hein. On est là pour World apprendre Wide des choses Web, aussi, hein. On a perdu du monde, là. On a perdu du monde. Ouais, c'est Même vrai. moi, j'ai fait profil bas. De quoi il me parle? C'est quoi cette merde? Je l'ai posé pour pas mal de personnes. Mais si tu veux, la vraie révolution, c'est deux éléments. C'est comment, chez soi, on a du très haut débit, ce qui va te permettre de faire des jeux vidéo, ce qui va te permettre de streamer ou de faire des choses incroyables. Même de poster des vidéos. Exactement. Et après, tu vas avoir l'arrivée et rendre la téléphonie mobile accessible à tout le monde. C'est-à-dire que, globalement, si vous comparez les prix de la téléphonie mobile aux US, c'est une centaine de dollars pour un forfait mobile. Et en France, c'est 30 ou 40. Mais donc, si tu veux, on est dans des mondes complètement différents qui rendent la chose plus accessible à tout le monde. Et c'est ça l'idée. On a un truc qui permet de parler au monde entier et qui est complètement accessible à tout le monde. Et vous avez la puissance dans le mobile que vous avez dans votre poche, vous avez une puissance incroyable de calcul, parce que vous pouvez produire une vidéo de très grande qualité. Enfin, toutes les pubs Apple sont faites avec un iPhone, et elles sont quand même, en général, plutôt réussies, légèrement optimisées, mais voyons. Mais c'était à cette qualité-là. Mais c'est extrêmement intéressant, justement. Toi, Ronisia, tu savais tout ça, par exemple, par rapport à Internet ou pas du tout? Quand t'as vu qu'on était avec Xavier Niel aujourd'hui, est-ce que tu connaissais ou tu te disais, je vais découvrir quelqu'un et un parcours? Je me suis dit, je vais découvrir, mais pas autant. Déjà, le www, Oui, on a appris quelque Mais chose. en plus, on a avec nous, en la présence de Xavier Niel, un des plus grands haggars de Twitter, en plus. Mais on y reviendra tout à l'heure. il est hyper humble. Hein. Moi, j'aurais pas été humble. Hein. Franchement. Est-ce que t'es chez Free aussi? Comment? T'es chez Free? Ouais. Et j'ai tout compris. T'as la Freebox à la maison? J'ai toutes les Freebox à la maison. Il y en a d'autres qui ont la Freebox à la maison ici? Moi, Non, moi, je suis chez Orange, les gars. C'est toi? C'est moi. j'ai les deux. Hein, j'ai les deux. En France, j'ai les deux. J'ai Free et Orange. Mais si on parle concret, sans faire, voilà. Free, On a 22 ou 23 millions d'abonnés en France. Et puis sur la téléphonie, pareil, ça a été même, je pense, Encore plus une révolution. voilà, encore plus une révolution, parce que avant, notamment sur la data à l'étranger, sur le hors forfait ici, tout ça, Free est arrivé, forfait à 30 euros, 20 euros. Bah, on vendait 20, ce qui était vendu Après, 50. ça captait très mal au début. Non, Mais- non, parce forfait à 2 que t'étais pas au bon endroit. Il y a un forfait à 2 euros, mais parce que t'étais pas au bon Ça avait endroit. buzzé, même un ça, le forfait à forfait à 1 euro. 2 Le euros. forfait à 2 euros. Moi, c'est comme ça que j'ai m'a fait découvert connaître. Free. Ouais, Ça le avait forfait à 2 euros. buzzé, ça. Ça a tout changé, puisque même, je me souviens que je sais pas si c'était au même moment, mais quand
les personnes de ma génération, on a commencé à avoir les téléphones, bah, on avait les premiers forfaits, et justement, les forfaits à 2 € free. Ouais, Bah, c'est quoi, 2012, quelque chose comme ça? Mais ce qui est important dans ces trucs-là, c'est que sur un marché, tu as quelqu'un qui casse les prix, et en fait, le reste du marché suit. Donc, quel que soit votre opérateur aujourd'hui, quelle que soit votre box aujourd'hui, vous la payez globalement pas cher parce que Free a existé un jour. Bien sûr. Bah, tout Et a- donc, bah, merci. t'entraînes une vraie concurrence. Merci Xavier. Non, merci à vous. Merci à vous. Je reviendrai. C'est vraiment sympa. Je reviendrai. Et je tiens à préciser, c'est pas sponsor. Hein. Ouais, non, c'est pas sponsor. C'est pas sponsor. On n'a pas de bon Ça leur réduction. apprendra de pas vous avoir sponsorisé Voilà, avant, quoi. Bon, c'est dommage, quoi. Et au-delà du travail, toi, Paul, tu as un rapport comment avec Internet? Est-ce que tu l'utilises beaucoup, notamment les réseaux sociaux ou comment tu consommes? Réseaux sociaux, j'essaye de me limiter. Je pense que si c'était pas par le prisme pour mon travail, j'y serais moins. Mais après, oui, comme toute personne de notre génération, je pense que t'es un peu quand même, c'est un peu dur de s'émanciper complètement de ça, et j'ai l'impression que tu peux passer à côté de certaines informations, mais j'ai un rapport, j'essaie de prendre la distance vis-à-vis de tout ça. Ce que j'aime bien, c'est que c'est comme si c'était une grande bibliothèque et que tu peux piocher dans les centres d'intérêt qui te plaisent. Tu vois, si t'aimes, je sais pas, le gaming, tu peux regarder que du gaming. Si t'aimes le foot, tu peux regarder que du foot. Tout. Enfin, chacun peut piocher dans ce qu'il veut. Franchement, un peu tout, hein, du divertissement, des jeux vidéo, beaucoup de musique, du sport, des documentaires. J'aime bien, ouais. Et j'ai une question, Inox. Toi, tu es tout le temps sur Internet, tout le temps. C'est ta vie. Mais est-ce que à un moment donné, c'est pas une overdose? Parce que tu as appelé à un moment donné un petit peu à la déconnexion. Ouais. Après ton docu, tu as dit, voilà, il y a la vie à travers Internet, à travers le prisme Internet, à travers l'écran, mais il y a une vie au-delà. Aujourd'hui, comment tu balances ça? Bah, moi, depuis que j'étais petit, c'était Internet tout le temps. Jusqu'au jour après, je me suis dit, bon, vas-y, je vais tenter l'ascension de l'Everest. Et donc, bah, j'étais obligé de sortir. Attends, frérot. Il y a quand même un monde entre. Moi, j'étais grave sur Internet. Je me suis. Bah, J'ai dit, je vais justement. à Clignancourt. Comme j'ai dit, je vais à Clignancourt. En gros, j'étais tellement sur Internet, j'ai dit, OK, il faut que je trouve quelque chose où je vais découvrir de nouvelles choses, je sors de ma zone de confort. Et en sortant de la zone de confort et en se mettant ce défi-là, bah, tu vois, je suis sorti dehors, j'ai fait des ascensions, j'ai fait des randonnées, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Et en fait, j'ai découvert un monde autre qu'Internet. Tu vois, les relations humaines, vivre juste. Des fois, j'avais pas forcément mon téléphone quand je faisais les randos. T'es là, tu regardes tes pieds, tu regardes la nature, tu dis putain, il y a ça aussi en dehors. Et donc, ça te permet de découvrir un autre prisme que tu t'avais pas vu, en fait, parce que tu étais focus sur Internet. Ok, moi, je fais des vidéos. Plus qu'une déconnexion, c'est une C'est une reconnexion. reconnexion. en fait. Voilà, à la c'était vie ça. normale. Ouais, c'était ça. Et donc, après, quand je suis revenu, et ben, j'avais encore ce truc de ah putain, c'est bien aussi le juste milieu, tu vois, pas tout le temps que Internet, mais aussi vivre des choses dans la vraie vie. Et même, tu vois, on est sur Internet, je fais beaucoup de vidéos, je parle beaucoup aux gens, je fais des lives. Et je pense que pour pouvoir continuer d'être avec les gens et avoir sa communauté et avancer, il faut aussi vivre des histoires pour les raconter, tu vois. Et si je suis tout le temps dans Internet non-stop et que je découvre pas des choses à côté, ou que je sors faire un voyage, ou que je pars faire un vlog ailleurs, ou que je me mette un peu dans la merde, tu vois, quand je fais des expéditions, quoi, bah c'est ces choses-là qui te permettent de raconter des histoires et de pouvoir avoir des discussions avec les gens. Mais comment on fait pour rester soi-même, justement, quand on vit dans ce monde-là d'Internet, pour vous? Par exemple, la Ronisia qui est à la maison et la Ronisia qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout, comment tu fais justement pour trouver le juste milieu? Je pense que c'est avec, en tout cas moi pour ma part, c'est l'entourage. Le fait de garder le même entourage, le même cercle et tout, et qu'il soit sain, ça te permet de garder les pieds sur terre et des fois même de déconnecter. Genre s'il y a un truc qui te saoule sur Internet ou au travail, bah juste vas-y, tu vas voir tes potes et tout, et tu te recentres sur ce qui est réel, tu vois. Et moi je pense que ça joue beaucoup sur mon humeur, sur ma façon de travailler, parce que je pense que sinon j'aurais pété les plombs, tu vois. Donc moi je pense que l'entourage c'est le plus gros élément qui fait que L'entourage, ça te raccroche aux vraies C'est le choses. curseur. C'est un peu le curseur qui te dit ah là tu dérapes, ah là c'est bien. de ouf. Ils ont la troisième personne, ils te voient d'un côté extérieur. Et tu sais, t'as l'entourage où des fois, je pense que t'as dû connaître, t'as des gens, ils sont tout le temps dans son sens. Et du coup, tu sais pas vraiment ce qu'ils pensent vraiment. Ils disent ah non, C'est un super, bon, c'est c'est bien ce que tu génial, fais, c'est ouais. génial. Et t'as le vrai entourage qui te dit non, ça pue sa mère. Là, tu fais de la merde. Toi, Paul, est-ce que justement, ta première critique, est-ce que c'est pas toi-même? Tu te dis pas, je dois travailler sur moi-même, que ce soit sur le travail ou autre? Et puis, il a le public, hein, parce que, bien parce sûr. que c'est plus dur que, enfin, je critique personne, mais c'est plus dur que de poster un truc sur les jeux vidéo. Il est sur scène avec un public en face de lui. Le public, il rigole ou rigole pas, La quoi. blague, elle est éclatée. hein. Bah ouais. T'as un flop devant tout le monde, c'est pas pareil. Hein. En vrai, non, c'est différent. c'est On un va peu parler tout à l'heure, c'est hard, quoi.
Ouais, franchement, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, dans le sens où j'ai l'impression que les réseaux sociaux, c'est juste un moyen de communiquer sur ce que je fais, mais il faut pas perdre l'essence même de mon métier, tu vois. C'est-à-dire que mon travail, c'est de monter sur scène devant des gens qui ont payé et de les faire rire. Après, que ça prenne pas, c'est presque plus de mon ressort, tu vois. Moi, j'essaie vraiment de me concentrer sur mon travail, comme être bon sur un terrain, bien chanter, bien faire des vidéos, ou bien, enfin, Bien Bicraft des bien forfaits mettre free. Ouais, voilà. Tu vois. Et après, le reste, je me dis, en fait, vu que tu le maîtrises pas, tu vois, j'imagine qu'il y a des vidéos que t'as postées, tu t'es dit, elles vont faire des scores de ouf, et en fait, ça prend pas tant que ça, des trucs auxquels tu croyais moins, qui prennent. Ça, je me dis, j'essaie de pas me prendre la tête avec ça, parce que ça appartient aux gens, en fait. Moi, j'essaie juste de me concentrer sur ce que je sais faire, et que mon art et mon produit soient la fabriqués de la meilleure façon, quoi. Et ce que tu disais sur le fait de poster une vidéo, tu crois qu'elle va péter et qu'elle pète pas. Est-ce que toi, Ronisia, t'as déjà eu ce sentiment où tu croyais grave en un son et au final, même si tous tes sons ils marchent super bien, mais il a pas marché comme toi tu le souhaitais? Bah oui. Et c'est une déception? Comment tu le vis? Bah c'est une déception forcément parce que t'as mis du cœur et t'as mis ton temps aussi dans le projet, dans le son, donc t'espères que ça fonctionne forcément, mais ça arrive et je pense qu'il en faut aussi dans une carrière pour bien te consolider. Et je pense que même sur scène, genre, tu sais, t'imagines, tu fais une blague, genre, ça rigole pas. Moi, pour moi, il faut un mental de ouf. Hein. Un gros bide. Ouais, Pour moi, il faut un mental de ouf. Et je trouve que ça forge. Non, je sais pas. C'est important pour continuer à avancer et même te challenger encore plus. Ça t'est déjà arrivé justement un bide comme ça Ouais, franchement, je pense que Il allait dire non. c'est une étape. Un Obligatoire. humoriste qui te dit qu'il n'a pas pris de bide, c'est impossible, Et quoi. tu t'en rappelles encore? Maintenant, c'était quoi? Franchement, j'en ai eu dans les petits comédie clubs, j'en ai eu plein, des spectacles qui se passent moins bien, j'en ai eu plein. Après, moi, je vois les comédie clubs vraiment comme de l'entraînement et le spectacle comme mon match, tu vois. Ouais, c'est un rodage, en gros. Ouais, je me dis en fait là où il faut vraiment que je sois efficace, c'est quand je suis à Saint-Étienne devant 5000 personnes. Pourquoi et que les gens. Saint-Étienne? Je sais pas. Non, quand je suis Un problème contre Saint-Etienne ou quoi? quand je suis en tournée et que les gens ont payé, Saint-Étienne qui regarde ont le payé prix, c'est cher, pas trop le mec. je me dis là c'est important. Après en fait c'est juste j'essaye plus de le tourner pas comme un échec, mais je me dis juste ça me rapproche de la bonne blague, tu vois. Je me dis pas j'ai pas c'est été une marrant étape. et tout. Je me dis c'est dans le process pour arriver à une blague qui fonctionne en fait. Mais t'es un peu obligé de passer par là, tu vois. C'est comme je sais pas, c'est comme si tu disais j'ai envie de résoudre une formule mathématique du premier coup, t'es obligé de chercher le bon chemin. Est-ce que tu vas sur les réseaux sociaux pour regarder ce que les gens disent de toi? Ou tu tapes Paul Mirabel sur Twitter? Ah, Ou même Ronisia soyons honnêtes. Inox. Si, je le Allez-y. fais des fois. Comment? Moi, je l'ai déjà fait. Quand Kaizen il est sorti, je le fais. Ah ouais? Ouais, bah ouais. Et, Tu vois là, quand tu te fais déferler, tu le vois. et tu le vis comment? Bah, tu te prends la déferlance, hein. Tu te la prends, hein. Bah, Non, après, mais des les fois, ça retours- fait du bien de Des se prendre messages des des déferlances. haters sur Twitter et tout, ça Il y en vous a plein. touche personnellement? Non, moi, je pense il y a des trucs qu'il faut laisser Ouais, là où pareil. c'est, je Moi, pense. je prends beaucoup de distance par rapport à. En fait, le principe déjà d'écrire quelque chose de négatif sur quelqu'un que tu connais pas, de manière presque anonyme, je me dis déjà le processus est un peu faussé pour que je le prenne personnellement. Si un jour quelqu'un dans la rue vient me dire je t'ai vu hier, c'était nul, tu rembourses-moi, Et là, c'est là, personnel. je me dis j'ai peut-être mal fait mon truc. Mais est-ce que tu vas le rembourser? Oui, non. Bah regarde, on a un petit truc. On a décidé de donner la parole aux haters aujourd'hui. Donc sur mon téléphone, j'ai un petit truc pour chacun d'entre eux. Donc on va voir comment vous allez le vivre. Alors, on va commencer par qui? T'as pas dit honneur aux dames tout à l'heure? Comment? T'as pas dit honneur aux dames? Non, pas tout le temps quand Ouais, même. non, Ouais, c'est bah bon. oui. Non, mais Inox, c'est Terminé, sympathique. il veut Commence nous par terminer, Inox, en commence fait. par Inox. Tu vas nous le lire et tu vas nous dire Commence ce que par t'en Inox. penses. C'est tranquille, hein, ça va, on n'a pas pris Non, les on n'a verres. pas pris des trucs. On n'a pas pris les pires. Ah putain, en plus t'as pris un truc pour toi ça. Inox est invité à Munich pour vivre la finale au stade et pas moi. Je suis dépité. Le footix. Bon, ça j'en ai eu plein. considère comme un footix? Moi je suis footix. Ah ouais? Bah je suis pas le foot toutes les semaines, tu vois, en mode comme un ouf, je connais tous les joueurs, tous les transferts. Non, je les connais pas. Mais demain on t'invite à la finale de Ligue des Champions pour regarder y le aller. match avec tes potes. Qui va dire non, tu vois? Mais Faut y justement, aller. par rapport à ce genre de critiques, etc., est-ce que toi, tu peux entendre et comprendre que, comme tu es privilégié, il y a certaines autres personnes qui le vivent mal parce que tu es privilégié. Mais
dans le même temps, si c'était elle qui était privilégiée, Ouais, c'est normal. Voilà, elle ferait pareil. Bah, c'est sûr qu'on est privilégié, hein, et que ce soit moi ou tout le monde ici. Il y a des marques qui nous envoient des trucs gratos, alors que t'en as, ils ont pas forcément d'argent. On les fait payer. Des fois, t'arrives au restaurant, on te fait pas payer, mais à côté, on te fait payer. Enfin, il y a plein de trucs où on est privilégié, et il y a des gens qui ont pas forcément les moyens et qui le sont pas. Et moi, je comprends totalement. C'est-à-dire les critiques comme ça, C'est bon je les accepte, tu vois. Tout le monde Alors là, il y a connaît un contexte. Hein. Là, Il y a un contexte. Ouais, Xavier Niel, je te déteste et je te propose un One vs One. C'est ça le truc. 1v1. 1v1 devant 1v1. l'idole de la rue Sainte à Marseille. Alors, je Faut voir. recontextualise. Je sais pas si vous allez voir d'ici, mais voilà. Bon, on aura. T'inquiète, on l'a tous vu sur Twitter à Voilà. ce moment-là. On Vous y a l'avez vu tout- celle-là? Vous l'avez vu ça ou Vous pas? l'avez pas vu sur Twitter, celle-là? Non. Donc en gros, c'est quelqu'un qui a donné un rendez-vous à Xavier devant un Lidl pour passer À Marseille, rue Sainte. Et il s'avère que t'es parti là-bas. Bah oui. Et il était pas là? Non. Et je lui dis, viens, c'est un dégonflé, il est jamais venu. Et t'as eu des nouvelles depuis? Bah après, genre sur Twitter, tu sais comment ils sont. Le lendemain, 2 heures après, il a réagi, mais j'étais reparti. Mais est-ce que vous vous rendez Grotesque. compte En la vrai, c'est un dinguerie truc grotesque. Il y avait pas de sécurité avec toi ou quoi que ce Bah soit? non, pourquoi faire? Oh, waouh. Attention. Il est grotesque, Il y Xavier. a des endroits où je peux pas aller, moi. C'est incroyable. C'est incroyable. Marseille, rue Sainte, il peut rien t'arriver. Devant le Lidl. Du Lidl en plus. La vraie question, c'est est-ce que t'es parti faire tes courses à Lidl après? Après, alors, attends, parce qu'après, on est allé dedans, on va essayer de faire des photos à l'intérieur et on s'est fait choper par la sécurité du Lidl. Et là, c'est moi qui ai eu peur, là. La sécurité du Lidl, elle rigole pas du tout. Elle dit non, on fait pas de conneries, pas de photos à l'intérieur du Lidl. Je cache. Donc, on a fait le truc de ouf. Voilà. Toi, t'es très très actif sur Twitter, mais les gens oublient que ça date pas d'hier en fait. C'est que j'ai l'impression que Twitter et ton histoire et l'histoire même de Free, c'est très lié. Pourquoi cet attachement justement à ce réseau social? Parce que c'est un réseau de vieux et que je suis vieux, non? Ou ils sont pas sur Twitter, tu vois. Mais Vous je sais êtes pas. sur Twitter ou pas, vous? Ouais, tu vois, il y a vachement de noms c'est quand même. mitigé, ouais, Mais c'est par contre, vous êtes sur TikTok. Ah, tout le monde. Tu vois, là, on perd plus personne. Mais non, le truc, c'est un réseau qui me correspond, dans lequel je suis confortable. Et après, c'est d'être entouré par des gens, tu vois, qui ont votre âge ou qui ont 20 ans et qui t'aident. Donc le fait d'avoir des enfants, ça t'aide parce que c'est eux qui t'amènent les bonnes références. Parfois, j'ai pas toujours la bonne référence. Et ils trouvent, mais ça serait marrant, ça serait marrant. Et on échange et on fait un On truc. se demande souvent si c'est toi derrière, parce qu'il y a des références parfois jeux vidéo, parfois très pop culture. Il y a une équipe comme tout le monde. Ben voilà, c'est. Il n'y a pas d'équipe dans le sens où vous l'entendez, mais c'est encore une fois, c'est une équipe d'une autre manière. C'est d'être entouré de gens qui sont mes proches, qui sont ma famille et eux t'aident vraiment, tu vois. Ou te disent ton truc, c'est n'importe quoi, c'est complètement ringard. Vire. Ok, pardon, je vire tout de suite parce que Mais donc c'est c'est plus n'importe un quoi. outil d'autodérision, même face, Ouais. face aux haters. C'est l'autodérision, ouais. Des haters, t'en as eu aussi dans l'industrie, parce que comme on le disait, avec Free, t'es arrivé, on va dire, t'as cassé les codes et t'as même cassé les prix. J'ai un jour eu, j'ai tellement dit un truc désagréable sur un de mes concurrents qui n'est pas là où t'es abonné que ça a coûté 40 millions d'euros d'amende. 40 millions? 40 millions. Ouais, 40 millions d'euros d'amende qu'on a payé parce que j'avais dit une connerie. Donc faut que je fasse attention maintenant. Donc j'ose Ça, plus tu rien peux, dire. tu peux pas dire c'est quoi. Bah non, parce que vous cherchez sur Non, mais internet c'est, 40 millions d'euros d'amende. Non, tu peux le dire. Hein. Non, mais Le bon, concurrent, c'est Bouygues Télécom. je peux pas commenter. Ce n'est pas ton opérateur, donc tu as peut-être Ah, raison. mon opérateur. Mais 40 millions d'euros, c'est... Ça fait beaucoup. Ouais, mais j'ai dit peut-être une très grosse connerie, hein, ça arrive, tu vois. Je peux dire des grosses conneries. Donc. Ah, mais à 40 millions d'euros, c'est... C'est pour ça que maintenant je vais dans les 40 millions, la Lidl, je suis connerie plus devait être tranquille. grosse. C'est un transfert. Ouais, je te jure, c'est un transfert. C'est un transfert, ouais, c'est un Ouais, braquage. T'aurais pu recruter à Non, mais Créteil, quand là. tu vois qu'il y a des gens qui veulent braquer des pauvres, des familles dans les crypto-monnaies, moi, à leur place, je dirais des conneries sur mes comptes. Enfin, tu vois, tu peux inventer des trucs, quoi. Tu peux monter un plan. Paul, tu veux lire? Vas-y, T'es sûr, hein? vas-y. Ouais, allez. En fait, le t'es sûr, il m'a fait peur. Il faut vraiment être un blanc du Poitou pour supporter Paul Mirabel. Écoute, en vrai, il y a des trucs. Mais ça, est-ce que c'est quelque chose. De vrai? Non, c'est ça ta question? Non. Est-ce que c'est quelque chose qui revient souvent, justement, que tu serais affilié à un humour communautaire blanc? En fait, C'est bizarre. Avec les sketchs qui sont sortis il y a quelques années, je peux comprendre et c'est une phrase de Nekfeu dans une chanson que j'aime bien. Il dit, attends, faut que je me rappelle de la phrase du coup. J'ai plus les mots exacts, mais il dit j'aurais peut-être réagi de la même façon si j'étais à ta place. Tu vois, peut-être que moi, si j'avais vu un de mes sketchs sortir quand j'avais 15 ans, j'aurais peut-être pensé des trucs comme ça. Après, je mets tellement de passion et d'énergie dans ce que je fais
et dans mon nouveau spectacle que, tu vois, je peux capter qu'en fait, à partir du moment où tu deviens public, il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont pas aimer. Il y a une phrase de Rof qui dit « Même Dieu fait pas l'unanimité », donc tu vois, je me dis... Paul Mirabel qui cite Rof, les gars. Ça, c'est C'est le 9-4, métaverse. c'est le 9-4, Xavier. hein. Ça, c'est le métavers. Moi, je suis pour. La vraie question, c'est après, qu'est-ce que ça te fait toi? Est-ce que ça change ta façon de travailler? Est-ce que ça me met mal à l'aise? Est-ce que ça me gêne ou pas? Moi, je sais que je suis suffisamment aligné dans ce que je fais, et que je mets suffisamment de passion pour faire rire le plus de gens possible. C'est que c'est marrant qu'ils disent ça parce que, évidemment, dans le sport de haut niveau, après un match, des commentaires partout sur Ah bon Twitter, exactement. Et au début, moi, j'avais un peu du mal à accepter tout ça. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que quand moi, je regardais, par exemple, un événement sportif ou n'importe quel match Tu ou peu tweetais avec ton importe. compte anonyme. Non, je faisais pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la passion, en fait, que ça apporte, des fois, je m'entendais dire des choses et je me disais, ah ouais, mais en fait, ce que je dis, c'est juste les personnes, elles font la même chose, sauf qu'elles le postent sur Twitter. Et je me suis dit qu'en fait, quand on est fan de quelque chose, je peux comprendre, enfin, je sais pas, si vous regardez un match de football ou peu importe, bon, en fait, vous vous retrouvez à insulter des joueurs et tout, et vous vous dites, ouais, mais en fait, c'est juste la passion qui emmène tout ça. Donc, ça m'a permis de comprendre un petit peu. Je dis pas que c'est normal de le faire, mais ça m'a permis de comprendre un petit peu plus leur point de vue. Mais tu sais, c'est marrant, tu sais, tout à l'heure, Enox, on parlait de la Kings League. Ouais. Et tu vois, c'est la première fois que je me suis retrouvé dans une position où, en gros, j'ai mon équipe, j'ai mes joueurs et tout, etc. Je les vois jouer. Et tu sais, ça dépend pas de toi. Ouais. Tu vois ce que Paul, tu disais tout à l'heure, ou même toi, Ronisia, ça dépend de vous. Votre prestation sur scène, c'est la vôtre. Mais quand tu fais quelque chose et que ça dépend pas de toi, c'est là où c'est le plus compliqué. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, en vrai, c'est pas facile. Ronisia, tu veux lire ton tweet? Non, tu peux le dire si tu Tu sais veux. que je les lise? Ça va, en vrai, c'est cool. Non, c'est. Ronisia, c'est bon, mais elle articule pas, putain, cousine, on comprend pas tout. Pourquoi vous rigolez, vous? J'ai pas kiffé le rire, là. Ouais, non, c'est vrai. Moi-même, je sais, même quand je parle, des fois, j'essaie de parler tellement vite que je comprends même pas moi-même ce que je dis. Et tu sais, genre, des fois, j'écoute des sons à moi, genre, que j'ai fait, genre, il y a peut-être 2 ans. Et je comprends pas ce que je suis en train de dire, des fois. Je te jure, c'est En vrai. plus, quand tu connais les paroles, ça devient Bah, problématique. c'est quand même. grave. Là, c'est un C'est autre grave, tu vois. problème, là. Et j'ai fait un travail dessus. Je suis en train de continuer à le faire parce que j'en prends conscience et je sais que c'est un vrai problème. Ah, ok, c'est un vrai truc, du coup. Ouais, bien Mais sûr. ça marche, en vrai. T'as du succès, donc Bah, ça veut dire que les ouais, gens, bah après, je connaissent les sais sons, pas. on entend. Mais si les gens ils font la remarque, c'est qu'il y a encore un truc à travailler dessus. Donc moi, franchement, ça va. Je le tourne à l'autodérision parce que moi-même, là, comme je viens de dire, des fois, j'écoute des sons, je suis en mode, mais attends, t'as dit quoi, meuf? Genre, c'est une dinguerie alors que c'est toi qui as écrit, tu vois. Mais je trouve que c'est dommage que les gens, ils déshumanisent un peu, des fois, les personnalités publiques. Ouais. Pour toi, tu penses qu'à partir du moment où tu es une figure publique, limite, t'appartiens au public, ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur toi. Bah, moi, je trouve pas ça normal, mais les gens, c'est ce qu'ils pensent. Ils trouvent que c'est normal d'insulter une personne publique juste parce qu'elle est publique et tu dis peut-être elle va pas voir, ou alors en fait, tu te dis ça fait partie de son métier, mais en fait. Il y a de des base- choses déjà de qui base, t'ont non. blessé véritablement. Ah oui, beaucoup, surtout au début. Ah ouais? De ouf. Genre vraiment. Mais sur quel sujet sur toi personnellement plus que- Sur ma musique et tout ce qui tourne autour de ça. Ok. Mais après, comme j'ai dit, tu muscles ton mental et tu te dis, vas-y, ça fait partie du jeu. Et t'apprends à poser ton téléphone aussi et à vivre la vraie vie, tu vois, les vraies choses quand t'es en concert, quand t'es sur scène et tout, ça, c'est les... Mais là, c'est quand tu as Les vraies déjà atteint une certaine maturité par rapport au recul que tu peux avoir. Parce que comme tu dis, au début, quand même, il y a des choses qui t'ont fait mal. Toi, Inox, au départ, avant que tu aies pareil, la même phase de recul que Ronisia ou Paul, tu as déjà eu des trucs où tu vois et tu dis, ah le bâtard. Des fois, il y a des trucs gauleries. Hein. Moi, je rigole. Hein. Des fois, il y en a, ils me terminent, ça me fait rire. En fait, des fois, t'en as, ils te critiquent, mais c'est pour faire des likes et pour vanner. Et des fois, c'est drôle. Ouais, C'est-à-dire, ouais, même de moi, je peux retweeter, tu vois. Donc, des fois, même sur TikTok, il y en a, ils te terminent, c'est drôle. Et des fois, il y a des choses où tu mets du cœur et tu penses pas mal faire. Et il y en a qui le détournent et qui font qui te font passer pour soit une personne que tu n'es pas, ou soit ça te critique sur un truc que t'as fait à fond avec amour, tu vois. Ça fait un peu plus mal, mais je me dis que dans les critiques, il y a toujours des trucs bons à prendre. Il y a des Une trucs fois que bons tu à as prendre. percé et que tu as atteint un certain niveau, la critique, elle fait un peu moins mal. Tu vois, parce que quand tu es au début, on a tous commencé nos carrières assez jeunes, tu te poses encore beaucoup de questions sur toi, sur est-ce que tu vas être capable de le faire, tout simplement. Tu vois, tu doutes pas mal de toi-même. Donc évidemment, le moindre petit
commentaires négatifs, ça va t'impacter un petit peu plus. Alors qu'une fois que voilà, t'es un peu plus établi dans ce que tu veux faire, dans ton domaine, voilà, la personne, elle va parler, tu vas te dire, ok, mais au final, je suis déjà là, arrivé, pas là où je voulais arriver, mais voilà, j'ai déjà fait une bonne partie du chemin, donc c'est plus facile à accepter. Le truc tout bête, c'est Everest. Avant que j'annonce l'Everest, je l'ai annoncé, tout le monde dit, bah, c'est un golemon, il est con, va pas il réussir. va se tuer, il y réussira jamais. Et à la fin, quand avec toutes les équipes, on a réussi à le faire, bah, les mecs, ils disaient, ouais, il est riche, c'est facile, il s'est fait aider. Oui, ça veut dire que tu le fais pas, t'es nul, tu le fais, t'es Donc, nul. au final, dans tous les cas, à partir de ce moment-là, tu comprends qu'il faut juste faire des choses, quoi. Mais ça vient d'où, ça, justement, cette histoire d'Everest? Enfin, tu t'es levé le matin, parce que je suis sûr qu'ici, personne sait déjà de ça. C'était changer de zone de confort, changer de vie, évoluer, changer. Et pour changer, je pense qu'il faut vivre des choses, quoi. Et j'avais envie de vivre un truc où je me suis dit, c'est impossible, comme ça, je me donne un challenge. Et il y a un prochain truc qui arrive. Bon, il y a toujours plein de choses qui arrivent, tu vois. Mais une fois que tu fais ça, bah, tu dois réfléchir à, ok, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour la suite? Comment je vais le faire? Ça prend plus de temps aussi, tu vois. Et ça, c'est pas un risque aussi, dans le sens où on voit en ce moment sur Internet, sur YouTube, etc., une surenchère dans les vidéos, dans les productions. On est dans des choses qui, coûtent beaucoup plus cher à chaque fois, mais aussi dans les concepts. Faut toujours que ça aille plus loin, plus loin, plus loin, Tu plus trouves loin. qu'on perd en qualité? Pas forcément en qualité, mais peut-être en authenticité. C'est là où je voulais arriver. C'est est-ce qu'on est obligé de suivre en fait la tendance, et ça vaut aussi dans la musique. Comment, tu disais tout à l'heure, comment on reste nous-mêmes. Quand tout pousse à performer, Voilà. en fait. Ouais. C'est quoi l'équilibre? Enfin, toujours plus. Ouais, en fait, ça dépend, en fait. Parce que des fois, par exemple, moi, je me retrouve dans ça, parce que mon rêve, un jour, c'est de faire des grandes choses, tu vois, encore plus grandes que ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Donc, j'essaie de me mettre toujours... T'as parlé d'un film. Voilà, ouais. Dans 10-15 ans, j'aimerais avoir un gros film au cinéma, tu vois. J'aimerais faire encore plein de choses. Ma série d'animation, il y a plein de projets que je me donne où là, j'ai pas le niveau, tu vois. J'ai Non, pas du tout le niveau. ça fait longtemps, l'animé, ça fait longtemps. hein. L'animé, ouais, c'est en cours, tu vois, mais c'est du taf, ça prend du temps. Et je pense qu'il faut tout, et c'est ça qui est cool. Il y a des artistes qui veulent aller vraiment sur d'autres terrains, qui veulent tester d'autres choses. Et il y a des gens qui font ce qu'ils font dans leur chambre, ils jouent et ça marche autant. Tu vois, je prends l'exemple que ça soit moi, Michou avant, on jouait sur notre PC, on faisait pas forcément des big productions. Bah les gens ils regardaient, ils kiffaient et c'était simple et naturel. Aujourd'hui on fait d'autres types de contenus, les gens kiffent, mais c'est aussi une évolution. Et il y en a pour tout le monde, comme tu as dit tout à l'heure, tu vois, c'est un peu une bibliothèque. S'il y en a qui veut regarder un documentaire, il peut regarder un documentaire. Il veut regarder un film, il peut. S'il veut regarder un mec qui est sur son PC et qui joue, il regarde anime en ce moment, tu vois. Donc il y en a pour tout le monde, en fait. Et c'est ça qui est cool. Sur Internet, il y en a pour tout le monde. Donc je pense que c'est bien qu'il y en a qui se donnent des objectifs à vouloir faire des grosses productions ou pas, ou différents concepts, ou tester des choses. Parce que c'est ça qui fait avancer aussi la plateforme, Internet. Ouais, bien sûr. Donc il en faut un peu pour tout le monde. Et je pense que quand tu as envie d'authenticité, il y a le choix quand même, je pense. Mais aujourd'hui. il y a quand même une question qui se pose. C'est-à-dire, on voit un public qui est peut-être dans la musique, à un moment donné, il consomme d'une manière ou d'une autre. Est-ce que toi, tu te dis, tu dois adapter ta musique à ça, ou tu restes sur ce que toi, tu as envie de faire uniquement? À quel point le public est important dans... Je pense qu'il faut trouver un entre-deux. Parce que à un certain niveau, tu fais plus de la musique juste pour toi. Tu vois, sinon j'aurais fait ça dans ma chambre et je l'aurais gardé dans mon téléphone. Donc je pense qu'il faut prendre en compte les avis du public parce que c'est les personnes qui te poussent, c'est les personnes qui te donnent de la force et du soutien. Donc tu peux pas faire comme s'ils n'existaient pas et pas faire en fonction de leur façon de consommer, on va dire, tu vois. Et je pense qu'il faut avancer avec son temps et avec son époque. Parce que sinon, tu peux vite te retrouver à la ramasse. Oui, ça va vite, la musique, en plus. Comme on le disait, tout va trop vite. Tout va trop vite. Tout va trop vite. Donc, je pense qu'il faut faire en fonction de son public aussi, mais prendre toujours du plaisir pour garder la passion. Parce que ça aussi, à un moment donné, ça va se sentir. Si t'es plus passionné, ça va se sentir dans ta musique, dans ta façon de communiquer et tout. Ça, c'est relou. Et je pense que les gens, ils sont pas bêtes, ils le sentent quand il y a un truc qui est forcé et tout. Donc, faut trouver le juste milieu. Xavier, justement, toi, en tant que milliardaire, on parlait... La transition, elle faut le est faire, tranquille. Hein. Faut le dire, Tranquille. bridge. Ce que je voulais dire, c'est que... Ça met bien des haters sur Internet, tu vois. Comment? Typiquement, ce que tu viens de dire, mais ça. on a dit tout à l'heure que c'est positif. Non, mais c'est pas au-delà du truc positif, mais je crois que dans ce que vous disiez, il y a un truc, quand ça fait 25 ans que vous faites, vous prenez tous les jours des trucs dans la tête, je pense qu'à un moment, on s'habitue, quoi. Tu vois,
je suis d'accord avec toi. Déjà, ils disent pas tous que des conneries. C'était quand même un truc qui est important. Mais au-delà de ça, tu t'habitues. Et je pense qu'à un moment, ça glisse. Et vous verrez quand vous serez vieux, milliardaire. quand vous serez milliardaire et vieux. Si c'est votre envie, je vous le souhaite. Mais on s'habitue. C'est-à-dire que tous les jours, quand tu te prends 500 messages pour te faire déchirer ou 100 messages pour te faire déchirer, bon, il y a un moment, ça glisse, quoi. Donc il y a aussi un truc dans la durée qui fait qu'on s'habitue. Donc ça fait quelques années pour vous verrez quand ça fera quelques dizaines d'années, vous serez vachement habitué. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, ce que je voulais te demander, en fait, et je pense que c'est une question que pas mal de personnes se posent ici, c'est que ça fait quoi, au final, d'être milliardaire quand on se lève le matin? Tu vois, ils ont souri. Il y a pas mal de personnes qui se posent cette question. Je vais te dire un truc. Tout simplement. Non, mais faut jamais oublier d'où tu viens et où tu termines. Et globalement, il n'y a pas une grande différence. C'est-à-dire que, ok, tu peux naître dans une très belle c'est ce que clinique. j'ai compris. Non, mais tu peux naître dans une très très belle clinique ou dans une clinique pourrie et tu peux être enterré dans un très beau cimetière ou un cimetière pourri. Mais globalement, t'es mort, tu vois. Donc et ça change pas grand-chose. Donc après, la vision extérieure, elle est différente et donc la perception des gens ou le rapport avec les gens, il peut être différente. Si t'as envie de financièrement de faire ce que tu veux de ta vie, bah c'est génial, c'est une chance. Mais à côté de ça, t'as quelques petits inconvénients en face de ça, de cela. C'était ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que la réaction des gens vis-à-vis de toi, elle est complètement normale ou pas normale? Et ça, et comme pour vous, hein, avec le succès, c'est une autre forme on peut être milliardaire en nombre de followers ou de vidéos vues. Hein. On est tous milliardaires de quelque chose. Là, c'est financier. C'est ton rapport aux autres qui est changé. Mais sinon, tu te lèves tous les jours comme tout le monde. Je prends une douche comme tout le monde. Je me rase. Alors, pas comme tout le monde, malheureusement. Parce que j'ai une très belle douche. Parce que d'accord, alors dans une très belle douche. Mais eux, par exemple, ils regardent, par exemple, toi, tu regardes tes vues. Tu regardes tes vues sur YouTube. Renisa, toi, tu regardes tes ventes d'albums. Toi, tes vues aussi, le nombre les vues aussi, mais les vues, le nombre de places que tu vends pour tes shows. Et moi, je regarde mes milliards. Non, ce que je veux dire, c'est que par exemple, je sais pas, le classement Forbes, est-ce que c'est quelque chose qu'on regarde et on se dit, on essaye de grappiller des places ou de continuer à faire de l'argent parce que ça veut dire qu'on est successful? Je suis né j'ai été 30 ans, j'ai été 20 ans dans une famille très très modeste. Et j'ai été 30 ans très riche, si tu veux basculer ma vie, c'est un peu comme ça. Donc j'oublie absolument pas d'où je viens, la chance que j'ai eue financièrement, enfin tu vois, professionnellement de réussir. Après, tu regardes pas ça, tu vois, c'est des gens qui font ces classements, tu sais même pas comment ils le font. Moi, je dirige une société qui s'appelle Free, elle a pas de valeur. Je sais pas si quelqu'un voudrait l'acheter demain et combien il serait pas de l'acheter. Donc ces classements font rêver, mais j'ai pas des milliards. Si la question c'est est-ce que j'ai des milliards d'euros sur mon compte en banque, non, j'ai un compte en banque avantageux, je vous promets, c'est super. Mais et je peux faire ce que je veux de ma vie financièrement, donc j'ai cette énorme chance. Mais à côté de ça, le reste c'est très virtuel et c'est un outil de travail pour créer d'autres choses et pour créer des choses. Mais j'ai cette chance. Mais c'est très intéressant justement parce que tu l'as dit et moi je t'ai déjà entendu et j'ai lu dire que voilà, t'oublies pas d'où tu viens et le parcours que tu as eu et que tu as aussi envie de donner des opportunités et des libertés à des gens. Un des vrais problèmes de ce pays et d'une manière générale de l'Europe, c'est que si tu es né dans une famille moyenne ou modeste, ta chance de t'en sortir, elle est super faible. Elle est super faible. Et si vous prenez les 10 ou 20 premières fortunes françaises, vous allez voir le nombre de nouvelles têtes dont les parents n'étaient pas eux-mêmes aisés. C'est pas de tuer ceux dont les parents étaient aisés. J'ai pas tué mes enfants, hein, donc ça va très bien se passer. Et c'est pas ça le problème. C'est derrière comment tu aides des têtes nouvelles à arriver. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. C'est Internet, c'est un moyen d'émerger, quel que soit ton niveau social d'où tu viennes. Et ça, je trouve ça super important. Mais donc, au bout de ça, moi, j'ai envie que dans mon pays, en France principalement, mais aussi en Europe, qu'on arrive à faire émerger des nouvelles têtes, que tu vois pas toujours dans les classements que tu cites, toujours les mêmes personnes. Et donc comment des mômes peuvent créer des boîtes et cartonner, peuvent faire des projets de fous et cartonner, peuvent chanter et cartonner, faire des succès mondiaux au départ de la France, devenir des humoristes mondialement connus. Enfin, je sais pas, tu vois, mais comment on est capable des footballeurs, ça c'est facile, plus facile. Mais tu vois comment on arrive à émerger et avoir des succès et que le monde de la réussite en France ressemble au monde de la rue, quoi. Si tu veux, le truc, si tu prends les classements des 10 ou 20 premières fortunes françaises, c'est globalement que des mecs blancs de plus de 50 ans. C'est bien, mais c'est pas la rue, quoi. Ça correspond pas à ce qu'est la France et de sa diversité et de tout et de tout ce qu'elle a, de toute sa force. Et c'est avec cette envie-là que tu as créé, par exemple, Station F, qui est un incubateur, mais aussi, aujourd'hui, on a des étudiants, des lycéens qui sont avec nous, et vous avez tous des parcours autodidactes, mais tu as aussi créé une école qui est l'école 42, qui est gratuite, je le précise.
c'est aussi parce que justement tu veux voir émerger des nouveaux talents, des gens qui peut-être ne sont pas adaptés à une certaine forme de scolarité sans pour autant la renier. C'est aussi cette vocation-là que tu avais. Ouais, c'est de dire comment tu donnes leur chance à des gens qui ne l'ont pas obligatoirement. Et comment tu fais émerger des nouvelles têtes, des nouveaux talents. Parce qu'à un moment, si on est tous contre soi dans un petit monde fermé, bah, franchement, s'emmerder, se faire chier. Donc comment tu fais émerger des nouvelles têtes, des nouveaux talents, des nouvelles personnalités, des gens qui voient des choses différentes, d'une manière différente, qui n'ont pas la même culture, pas la même éducation, qui viennent pas des mêmes écoles. Si tu veux, si tu nais dans un quartier, si tu nais dans une famille privilégiée, tu vas être dans un quartier privilégié, tu vas aller dans une école, les écoles des quartiers privilégiés. Bah, globalement, les professeurs vont les choisir parce qu'il y a moins de problèmes, c'est moins dur d'enseigner là. Tes parents vont avoir les moyens pour te payer des cours particuliers, donc globalement, tu vas faire une meilleure école, tu vas faire une meilleure prépa. Et si tu arrives dans une grande école, je sais pas, HEC ou Polytechnique, bah, tes parents, soit ils étaient très aisés, ou soit ils étaient profs, ils se sont occupés de toi. Mais c'est tout. Et donc, si tu veux, comment ce chemin tout tracé pour des enfants, on est capable d'en sortir et d'inventer d'autres trucs et de se dire, bah, où que je sois né, on va prendre l'exemple de Garches ou de Créteil, on va prendre ces deux exemples, bah, on peut s'en sortir et on peut réussir. Et donc, il y a une voie scolaire, il y a la voie des réseaux sociaux, et comment on est capable, au-delà de ça, de créer d'autres voies qui donnent de l'espoir. Parce que si je nais dans une ville défavorisée, dans une famille défavorisée, et que j'ai pas d'espoir, je vais faire des conneries. Enfin, je veux dire, si mon seul espoir c'est de faire des conneries pour m'en sortir, c'est pas simple. Et c'est là où, franchement, ce que vous avez fait tous les trois, c'est incroyable, parce que avec les réseaux sociaux, vous avez réussi à émerger. Est-ce que toi, si tu avais eu des cours de théâtre à l'école, ça t'aurait aidé sur quelque chose et ça t'aurait orienté directement vers ce que tu fais aujourd'hui ? En fait, c'est que j'ai commencé à en faire très tard, j'avais 21, 22 ans, un truc comme ça, et je vois les bienfaits que ça m'a apporté en étant méga timide, réservé et tout. Et je pense que c'est un outil, pareil, juste d'avoir une petite base de ça. Je pense que ça peut aider énormément de gens, qui plus est à des âges où t'es un peu inhibé, tu peux pas être pas forcément bien dans ta peau et tout. Je pense qu'au même titre que le sport ou que la musique ou que ce que tu veux, ça peut t'aider à avoir une adolescence et affronter l'âge adulte de manière un peu plus simple, quoi. Je regrette de ne pas avoir pu commencer ça avant. Et ta timidité, justement, c'est quelque chose qui a été problématique pour toi dans ta jeunesse ? Quelque chose où... Ouais. Ah ouais, moi, c'était compliqué à dos, ouais. À quel niveau J'étais dans mon coin, je devenais rouge dès qu'on me parlait. J'étais timide, maladif presque. Et encore maintenant, ou c'est quelque chose que tu as vaincu ou en cours de... Je pense que le fait de faire de la scène, tu vois, je me suis mis dans des situations tellement compliquées qu'en fait maintenant parler devant une classe, ça va. Donc disons que sur une échelle de 1 à 10, je suis monté à 1000 pour que le niveau 0 soit acceptable. Mais j'étais vraiment très très réservé petit. Ouais. Et ton conseil pour les gens qui sont timides, etc., aujourd'hui, ça serait justement d'aller vers du théâtre ou des choses qui permettent de s'exprimer plus facilement en public pour après justement avoir ce ratio en one-one ou avec un comité plus restreint, plus facile à aborder. Ouais, je pense que j'ai l'impression quand même, peu importe le métier que tu fais, j'ai déjà rencontré des gens qui étaient bloqués même dans un cadre professionnel par de la timidité, tu vois. Je pense qu'il faut pas avoir peur de se jeter dans le... Moi, je sais je me rappelle d'un exercice en cours de théâtre. Ma phobie, c'était vraiment de parler devant des gens et je sais pas, j'étais très pudique, etc. Et un jour, j'ai une prof de théâtre qui m'a dit, tu vas te mettre en caleçon, torse nu devant ta classe, et tu vas crier. T'as des vidéos ou des trucs comme ça? Non. Non, mais en fait, elle m'a fait faire ce qui me faisait le plus peur au monde. Et en fait, une fois que j'ai cassé ça, commander un Coca au McDo, ça devenait simple, tu vois, parce que j'avais cassé un palier. Parce qu'avant, ça l'était pas? Ah ouais, non, mais avant, oui, toute interaction sociale était un peu... j'étais vraiment très réservé, tu vois. Jusqu'à quel âge? Même maintenant encore, mais je te dirais, je sais pas, 21, 22, j'étais quand même assez timide. Mais en fait, j'ai cassé un plafond de difficulté. C'est comme maintenant faire une randonnée, tu vois. Tu peux te dire, bah vas-y, j'ai fait l'Everest. La randonnée qui me faisait peur au début, je peux la faire facilement maintenant, tu vois. Ou la transversale de 80 mètres, tu dis, bah voilà, maintenant ma passe claquée au mec à 5 mètres, je peux, tu vois. Toi, Ronisia, t'étais timide aussi? Ouais, toujours. Toujours? Ouais. Mais la scène, ça t'a permis justement de surmonter un peu tout ça? Ouais, grave. Mais en fait, plus c'est grand, c'est bizarre, hein, mais on en parlait tout à l'heure, plus c'est grand, moins ça me stresse.
Genre là, il me stresse plus que... Je vous l'ai dit, vous êtes stressants. Je te jure, il me stresse plus que si j'étais, genre, je sais pas, à un Zénith ou autre. Je sais pas pourquoi. Ça te stresse plus ou du coup beaucoup moins? Peut-être parce que Si, le ça me rapport est stresse plus quand même. direct. Ouais, je pense. Ils sont plus loin aussi. Ouais, voilà. Ça me stresse toujours parce que t'as envie de bien faire, t'as une pression et tout. Mais c'est du bon stress. Tu sais, je suis pas tétanisée comme j'aurais pu l'être il y a 4 ans de ça, peut-être. Paul, tu dirais que justement, cette timidité maladive, entre guillemets, elle t'a permis de développer justement la marque de fabrique que tu as aujourd'hui et ensuite qui t'a permis d'être populaire? En fait, ouais, je pense que d'une certaine façon, vu que j'arrivais pas à sortir d'un personnage timide, je suis resté aligné avec ce que je suis sur scène. Et c'est peut-être ça qui a plu, c'est que les gens n'ont pas eu l'impression que j'inventais un personnage ou que je fabriquais quelque chose. Tu vois, T'es authentique. je suis monté sur scène avec ce que je suis. Et donc, dans ça, il doit y avoir une part de timidité. Et surtout, je me suis rendu compte que c'était un problème, entre guillemets, qui touchait beaucoup plus les gens que ce que je pensais, tu vois. Sur le premier spectacle, j'avais plein de gens qui me disaient moi aussi, je suis hyper timide et tout, donc merci de m'avoir décomplexé vis-à-vis de ça. Et en fait, il y a plein de gens dans ce cas de figure-là et c'est pas grave, quoi. Et surtout, je pense que ça se... Enfin, c'est pas un problème, mais c'est que ça se guérit, tu vois. Non, mais C'est que- ça peut être. Enfin, moi, quand tu m'en parles, et tu l'as dit, ça touche beaucoup plus de gens. Je pense que si, c'est un problème parce que ça t'enferme un petit peu, ça te cloisonne par rapport aux gens, par rapport au monde. Et c'est bien aussi que tu puisses t'exprimer là-dessus. Je pense que si ça peut aider des gens, c'est formidable. Est-ce que c'est pas justement un problème qui est de plus en plus commun à des générations plus jeunes où avant, on avait peut-être moins ce problème-là. J'ai l'impression que peut-être avec l'ère numérique dont on parlait, ça a permis d'avoir une certaine distance avec la réalité, avec les gens, et on est peut-être plus à l'aise à parler via des écrans. Bah, j'ai l'impression qu'au contraire, ouais, peut-être que les écrans, tout ça, ça aide. Oui, ça te permet peut-être de passer une barrière que tu n'aurais pas passée si, tu vois, je sais pas, moi, de ce que m'ont raconté des gens plus âgés. Là, tu vois, une meuf qui te plaît dans un bar, tu l'écris sur Instagram. On m'a raconté que dans les années 90, bah, tu étais obligé d'aller lui parler. Donc peut-être que nous, on a des outils qui facilitent un peu certaines interactions. Mais oui, après, je me dis, un petit gars timide, tu vois, qui a envie de rester dans sa chambre et de faire du contenu, il peut. Donc je sais pas si c'est plus ou moins un problème qu'il y a quelques temps. Je sais pas. Toi, tu DM sur Instagram, du coup. Non, maintenant, j'ai passé le pas, j'y vais en vrai. C'est marrant que tu me parles de ça. Je pense à toi, Inox, avec Andrea. Ouais. Ah, ça, il ressort les dossiers. Ils attendaient ça de ouf. capté. Et il ressort le dossier. T'as tout donné. Ah, j'avais tout donné, moi, à l'époque. Bah, c'était pas par instinct. Hein. C'était la première fois de ma life que je pense que je voyais une fille dans la vraie vie. Où en fait. Non, mais en gros. Si on s'arrête là, c'est quand même ouf. On Non, dirait mais ça en gros, beaucoup, quoi. en gros, où dans la vraie vie, je me dis, wesh, faut que je la gère, là, dans la vraie vie. Tu vois, en mode. Ce truc de proximité, tu sais, normalement, tu t'envoies les messages et tout. Et là, je la vois, je me dis, ah, ok, c'est une adulte, elle a 10 ans de plus que moi. Elle avait 10 ans de plus que toi? Ouais. Ah ouais, ok. Non, parce que pour recontextualiser. Ah, vas-y, recontextualise. Non, faut que tu recontextualises. Olivia nous demande. En gros, on un était au contexte. Mexique. On était au Mexique, on rigolait. Tu sais, on partait entre potes en vacances. Et à un moment, moi, je suis dans une chambre en haut. Voilà, je suis sur mon PC et tout. Et j'entends, parce que tu sais, on avait la plage collée au jardin. Et j'entends une meuf qui crie en mode qui s'est fait piquer par une méduse. Donc moi, tu me connais, je descends, bombarde. Sauveur. Je descends, je vois un missile. Pouah, je dis, wesh, c'est quoi ça? Et gros, je vois un missile. Elle était trop jolie. Et du coup, je dis, bon, ok, on filmait des vidéos, donc on était en mode vlog. Donc moi, je me faisais filmer, j'avais pas de caméra, mais je me faisais filmer. Et donc la situation, elle était improbable. Et donc moi, je me dis, bon, vas-y, je vais faire le clown. Et je vais essayer de la gérer en mode, je vais lui chercher du sopalin pour la piqûre de méduse et tout. Très efficace d'ailleurs, Sopalin. Voilà, ça servait à rien. Mais tu sais, j'étais aux petits soins. Et en fait, mon pote qui me filmait, qui s'appelle Valouz, il est allé voir Andrea et il lui a dit, ouais, mon pote, il veut te date ce soir. Mais moi, je lui ai jamais dit ça. Et donc, en gros, moi, je vais me coucher, je me lève en mode fin de sieste, 20h. Et c'est pas, ils ont préparé le repas et elle était là, face à moi. Un contre un. En anglais, hein. Je parlais pas anglais. Hein. Et du coup, En anglais, en plus? j'étais un contre un anglais avec une Mexicaine
pour moi, c'était une daronne. J'étais en mode, ouais, je suis dead. Et en fait, j'étais en mode content, tu vois. Je me suis dit, il y a aucun monde où j'arrive à la gérer ou que ça aboutisse à quelque chose, mais je vais faire semblant. Et en fait, elle a kiffé. Et donc, en fait, on s'est vraiment géré. Donc tu l'as Dans offert quelle quoi, langue bouquet de fleurs, tout? En anglais. Je parlais en anglais et tout. Et du coup, après, elle est partie. Moi, je suis rentré en France. Je l'ai invitée en France. Je lui ai fait un date en vidéo à Paris, tu vois. Donc, j'ai tout filmé. Un date comment en vidéo? J'ai pris ma caméra. J'ai dit, OK, pendant 7 jours, je vais tout filmer. Je vais l'emmener en haut de la Tour Eiffel. On va aller faire de la patinoire. Donc, je suis allé la chercher en Urus. J'ai fait genre, c'était mon Urus. Mais elle, ça la gênait pas d'être filmée? Hein? Ça la gênait Elle, pas ça la gênait pas trop, tu vois. Elle était chanteuse au Mexique, donc elle avait déjà fait des telenovelas et tout, donc elle était habituée. Et donc, en gros, moi, je jouais. Sauf qu'à un moment, ça se passait bien et tout. Donc après, on est resté ensemble pendant quelques temps. Et après, bon. Ah, donc t'as réussi à la gérer, du coup? Ouais. Non, mais tu vois, j'en ai pas trop parlé non plus, tu vois, quand j'étais avec elle. Mais bon, les gens, ils avaient capté, tu vois. J'avais capté. Ils avaient capté, mais on était un peu discret. Après, j'étais allé au Mexique, j'avais refait une vidéo avec elle. On s'entendait bien. Et après, bah, tu vois, il fallait se mettre en couple et tout. Et moi, c'était pas le moment de ma vie où je pouvais, tu vois, c'était pas le bon T'es pas prêt moment. pour ça. Et donc, malheureusement, ça s'est pas fait parce que, bah, c'était comme ça, c'était la période et tout. Mais c'était une fille très bien et tout. Et donc, après, moi, j'ai fait l'Everest et tout. Et Tu vois, quand j'ai il est laissé ça à passé. côté. C'était une belle expérience, tu vois. Il a essayé de balayer. Bon, après, j'ai fait l'Everest. Voilà. Non, mais tu vois, j'étais en mode, ouais, je voulais pas me mettre en couple, avoir une copine. C'est de l'investissement, tu vois. Quand tu te mets avec quelqu'un, faut être à fond. Et je me sentais pas prêt, donc j'ai préféré arrêter là, quoi. Mais en tout cas, le date, il s'est passé parfaitement. Le date, il s'est passé parfaitement. C'était super sympa. On a fait des vidéos, c'était cool. C'est quoi ton date parfait, toi, Renisia? Oh, waouh. T'as vu tout ce qu'il a mis, là? Ah, excuse-moi, Ouais, est-ce de que t'as vu Paul comment Non, il est Paul, attentif? Paul, il est attentif. Il est attentif. Ah Il a ouais. tout capté. Paul, Il a est tout concentré. capté. Je peux te dire que Paul, il sait ce qu'il faut faire. Et il est concentré. Déjà, il a dit, il n'aime pas lui, c'est en direct. Non, non. Ah, mais Donc t'es là, là, il est comme ça. T'inquiète. Ça arrive. Bah ouais, un repas au Mexique, hein. Ah ouais? Ouais, un repas au Mexique. Mais là, t'as un copain ou pas? Ah ouais, lui, va loin, lui. Bah ouais. Non, mais je demande, mais c'est Ah pas. ouais. Non, mais c'est juste Ah, je pour rigole, savoir. je rigole. D'abord mon âge, ensuite si j'ai un copain. Non, mais. Tu veux ma pièce d'identité, Non, non, Inox? je demande juste comme ça. Non, moi je suis simple, hein. Franchement, 50-50? Non, je rigole. non, premier date, non, tranquille. Non, en tout cas, Paul, il a pris. Mais est-ce que t'as peur, est-ce que t'es en mode, t'as peur de trouver quelqu'un qui est là pour se tuer ou pour toi? Est-ce que toi t'as cette approche aussi comme ça où t'es en mode, peut-être j'ai envie d'aller à C'est l'étranger, plus difficile maintenant. trouver je pense. quelqu'un à l'étranger? Ouais, bah, à partir du moment où t'es un petit peu connu, je pense que déjà tu fais attention à tout. Tu fais attention à tout. Déjà, même sans être connu, je fais très attention, je suis très méfiante. Alors là, depuis quelques années, encore plus, tu vois. Je fais attention. S'il faut faire 4 pas en arrière, je fais 4 pas en arrière. Et j'y vais doucement, je prends mon temps. Ok. Tu gères comment, toi, Xavier, pardon, justement, tout ça Je suis pas trop sur le marché, donc je. Non, non, attention, je parle pas de ça. des transferts Voilà, mais c'est pas depuis un possible. moment. Ouais. Non, je parle pas de ça, mais justement, je parlais plus des relations que tu peux développer avec les personnes aujourd'hui, au niveau de la méfiance Ouais, et tout ça. ça t'isole incroyablement, tu vois. Vous restez entre vous? Non, mais ouais, on reste entre nous, on est un petit club. Non, mais j'ai vécu un truc, ce qui est public dans ma vie, il y a un peu plus de 20 ans, je suis allé en prison. Et donc, quand tu... Quoique, on peut être en Tu prison, vois, quand t'es milliardaire, que tout va bien dans ta vie, que t'es en prison, et que tous tes amis disparaissent, après, tu comprends mieux comment ça marche, quoi. Tu sais qu'on a eu plein de rappeurs sur le plateau, des mecs de MMA, personne n'allait en prison, t'es le premier, donc... C'est des petits jeunes qui débutent, tu verras, mais avec l'expérience, mais ils sont encore un peu légers, mais il faut qu'ils forcent et tu vas voir, ça va leur arriver. Mais je crois que tu comprends mieux la relation des autres, si tu veux. Quand tout réussit, tout le monde est là, et quand ça marche moins bien, t'as moins de monde. Et Comment t'étais traité en prison? en VIP, donc j'ai pas eu la pire des vies, tu vois, mais Ça veut dire quoi, prison vie? Il y avait la PlayStation. T'avais la Freebox? T'avais la Freebox en prison? alors, PlayStation. la vie en prison en VIP, ça veut dire déjà qu'on a une cellule seule, ce qui est déjà un énorme privilège, et que on fait attention à toi et qu'on évite qu'il t'arrive des galères, tu vois, que les gens t'agressent, etc. Donc c'est plus confortable que les autres prisonniers. La cellule seule, c'est un vrai confort, parce que tu vois, quand les gens sont 4, 6, voire 8 en cellule, c'est peut-être pas la même histoire. Partager ses Quand tu vas toilettes, tout c'est seul. pas ouf. Hein. Bon, après, ça reste la prison, hein, tu vois. J'étais à la prison de la santé, il y avait des souris, des rats, donc ça reste quand même une ambiance normale. Donc c'est pas complètement parfait.
Mais voilà, j'y suis resté un mois. Oui, petites vacances. Et c'était au mois de juin, il faisait beau, j'ai fait du sport. Tu vois, donc je te jure, je suis sorti, j'avais maigri, j'ai été bronzé. Ça a changé. Bah ouais, écoute, quand tu sors 2 fois, je sais plus, 30 minutes par jour en plein soleil, que tu joues au foot, tu rigoles avec tes potes, tu manges pas très bien, donc tu maigris, et que tu fais du sport parce que t'as rien d'autre à faire, quand tu sors, les gens te disent, mais t'es incroyablement fort. Ouais, je viens de sortir un mois de prison, ouais, tout va bien. Tu t'es senti comme Michael Scofield. Un peu, ouais, tu vois. Tu tatoué le plan de la prison et tout. Ça a changé Dans ton le- rapport un peu à la vie ou pas du tout? Ça change le rapport des autres avec toi et donc la manière dont tu vois la vie. Parce que tu t'aperçois que les seuls qui restent, c'est ta famille. Et que, Ah ouais. et que tous les autres disparaissent. Même parce que pour un mois, t'as dit t'as Non fait mais t'es un en mois. prison, les C'est mecs la ils te voient à la condamnation. télé, Ouais, t'es en prison, les mecs se disent faut que je fasse gaffe quoi, je pourrais avoir des merdes. La condamnation fait qu'il y a plein C'est de pas gens- la condamnation, j'ai jamais été condamné pour ce pourquoi je suis allé en prison, mais tu vois, le fait d'être incarcéré, et que les médias, tu vois, je fais l'ouverture du journal de TF1 20h, ce genre de truc, bon bah le regard des gens, ils disparaissent, tout le monde disparaît. Mais c'est le jeu, enfin encore une fois, Et t'as c'est eu- juste que tu comprends que Faut faire attention. tu vois la vraie vie quoi. Et il y a des gens que t'as perdus à ce moment-là où tu t'es dit c'est une grosse déception, tu t'attendais pas à ça. Non, mais tu vois, ça change le rapport complètement aux gens après, et la manière dont tu perçois la vie et comment tu perçois les gens. Mais encore une fois, j'ai pas de raison de leur en vouloir, tu vois, je leur en veux pas. Juste, après, ça change ta relation. Et les gens que j'apprécie beaucoup, c'est des gens que j'ai connus il y a très 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 longtemps, qui n'étaient pas des très proches, mais qui à ce moment-là n'ont pas disparu. Où je me dis, écoute, tu vois, eux, ils sont restés, ils m'ont fait des petites lettres, des trucs comme ça. Et je me dis, ok, ils ont T'ont été fait là. des mandats. J'avais la chance. Non mais, non, je vais te dire un truc. Je suis arrivé en prison, tout était saisi. Donc on m'a laissé mes dettes, on m'a saisi tout le reste. Donc si, j'avais plus d'argent. Mais c'est là où la famille t'envoie de l'argent, tu vois. Et soudainement, j'aurais jamais pensé avoir à demander de l'argent à mes parents. Je veux dire, alors qu'une semaine avant, j'étais dans les classements que tu citais tout à l'heure, tu vois. Donc c'est un petit changement en 24 heures. En 10 minutes, tu passes de très très riche à très très pauvre. Mais c'est le jeu. T'as eu peur d'y rester ou pas du tout? Tu savais que Non, parce que je comprenais pas pourquoi j'étais là. Donc non, mais enfin peur. Tu sais, il y a un truc qui est horrible quand t'es en prison, c'est de ne pas savoir quand est-ce que tu vas sortir. Donc si tu es condamné à 1 an de prison et que tu vas 1 an en prison, tu sais quand tu vas sortir. Quand t'es en détention provisoire, tu sais pas combien de temps t'y es. Et ça, c'est un sujet violent parce que tu ne sais pas si tu vas sortir le lendemain ou dans 6 mois. Donc ça, c'est assez détention dur. provisoire, c'est qu'on attendait de connaître ta sentence. La détention provisoire, ça veut dire que tu as été arrêté, qu'on suppose que tu as commis un délit et que le juge enquête. D'accord ? Et quand le juge a fini son On attend de voir, enquête, quoi. voilà, c'est-à-dire que si tu commets un gros cambriolage ou si tu tues quelqu'un, il n'est pas complètement anormal que tu sois incarcéré en attendant de vérifier si par hasard c'est vraiment toi qui as fait tout Donc ça. quand c'est pour une histoire de Minitel, c'est différent. Quoi. Ouais, mais tu vois, on supposait que j'avais commis un grand délit. Donc le sujet est pas autrement. Enfin, ça me paraissait injuste à ce moment-là. Et comme comme il y a eu un non-lieu sur les choses qui m'étaient reprochées, tu peux avoir un sentiment de justice. Maintenant, moi, je prends ça comme une énorme leçon, un énorme apprentissage, et je trouve que ça fait du bien. C'est-à-dire que quand après tu dis sur les réseaux sociaux, je m'en prends une, ouais, moi, je m'en suis bien pris. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Je suis bien fait déchirer dans tous les médias à ce moment-là. Mais ça fait partie du jeu. Je pense que ça fait partie d'une courbe d'apprentissage. Ça change ton rapport aux autres. Ça te fait ouvrir les yeux. C'est de vivre un peu ce que tu décrivais. C'est bien évidemment après tu fais d'autant plus attention que tu sais exactement l'autre côté de la pièce et qu'il y a des gens qui sont autour de toi parce que t'as de l'argent, parce que quand on est avec toi, la vie elle était sympa, elle était belle. Et ça redevient plus normal après. Et après, je pense que tu as une relation plus normale avec les gens. Est-ce que de ton statut, au-delà de la prison, tu regrettes quand même de ne pas avoir une certaine relation avec des gens avec qui tu voudrais avoir, mais tu sais que peut-être c'est biaisé? Je sais pas si tu le regrettes, tu sais, je pense qu'il y a un moment, tu t'aperçois, je crois que tu commences ta vie professionnelle, tu l'as réussi, tout se passe bien, et tu oublies un truc, c'est ta famille. Et puis il y a un moment, tu retombes sur tes pieds et tu te dis, mais putain, quand tout va mal, eux, ils sont toujours là. Et puis le lien, il est là. Et cette force, elle est là. Tu vois, t'as vécu et t'as grandi avec des gens qui t'ont apprécié. Mes parents m'ont apprécié. Mes parents étaient, tu vois, super. Ils avaient des notions morales super évoluées. Et leur fils était en prison pour des choses un peu indignes. Ils sont jamais disparus une seule seconde. Tu vois, et ils ont jamais cru que c'était probablement les seuls en France à supposer que j'avais rien fait. Mais tu vois, je pense que tu recrées un lien familial et que la force de ce lien familial, tu le redécouvres en vieillissant ou en ayant des problèmes.
Et c'est super important. Et quand je sais que tu as eu des galères avec tes parents, je pense que c'est aussi une autre forme d'accélérateur en disant, de par ce que je fais et de par ce que je vis, j'occasionne des problèmes à d'autres, d'image, de proximité, de sécurité, etc. Et ça, je trouve que ça te montre à quel point c'est important la famille et tes proches. Et tes amis, il y a des hauts, des bas, et c'est le jeu. C'est un peu ça aussi pour nous, tu vois, de leur donner la possibilité à eux tous, tu vois, d'être là en plateau avec nous et d'écouter un peu tout ce que vous avez à dire avec le parcours incroyable que vous avez tous. Et c'est pour ça qu'aussi on voulait vous donner la parole. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. C'est votre moment. C'est votre moment, c'est que vous l'attendez depuis pas mal de temps, donc allez-y, ça vous. Je sais pas si on a un micro quelque part. Normalement, le micro est là. Moi, j'aurais une petite question pour Monsieur Xavier. Monsieur Xavier. Ouais. La chance. Hein. Mais comment tu t'appelles déjà? Comment tu t'appelles? Zacharia. Zacharia. Ouais. Si demain vous devez recommencer tout à zéro, comment vous allez tout recommencer? Je crois de la même manière, parce que il y a un truc incroyable qu'il faut jamais oublier, c'est la chance. Je pense que vous avez une chance. Vous vous rendez pas compte, c'est tellement plus simple aujourd'hui de faire quelque chose, que ça soit, tu vois, de créer une assoce ou peu importe le truc, ou créer une boîte, ou devenir célèbre, ou de chanter, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez les réseaux sociaux. Vous avez plus de chance aujourd'hui, je pense qu'on en avait il y a 30, 40 ou 50 ans. Et cette chance, à vous de la saisir, tu vois. C'est comment vous êtes capable d'exister par vous-même dans ce monde. Qu'est-ce que vous êtes capable d'inventer, de créer en chantant, en étant drôle, en faisant des exploits, mais l'exploit il peut être en bas de votre immeuble, tu vois, il n'a pas besoin d'être à l'autre bout de la terre. Qu'est-ce que vous êtes capable d'inventer, d'aider les autres? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Il y a très longtemps, il y avait une pub pour le loto, vous voyez, ce jeu de hasard. C'est 100% des gagnants, ils ont essayé. Tenté leur chance. Ah, ils ont tenté leur chance. Si t'essayes pas, si vous essayez pas, vous n'avez aucune chance de faire quelque chose qui puisse vous plaire. Et donc, est-ce que la vie, c'est que si vous essayez pas, si vous vous lancez pas, il va rien se passer. Et donc, tentez, essayez, faites des trucs, quoi. Bougez, essayez de créer quelque chose, essayez de créer votre vie. Donc, si tu me poses la question, je changerai rien, ça a tellement bien marché pour moi professionnellement, j'ai envie de rien changer, tu vois. Mais je pense que vous avez une chance et qu'il faut que vous en saisissiez au-delà de ça. Et c'est toute l'idée qu'on a, je crois que tous d'une manière commune, d'essayer de vous guider vers le fait de tenter, d'essayer. Merci Zacharia. J'ai une question pour Onisa. Combien de temps te prend en général la création d'un morceau en studio, de la première idée à la version finale? Vous ne voulez pas donner vos prénoms. Hein. Ouria, je m'appelle Ouria. Franchement, ça dépend. Hein. Ça dépend de plein de choses. Là, ma plus longue séance, je pense que c'était 10 heures. Pour un morceau? Pour un morceau, ouais. Mais parce que déjà écrit ou... Non, comme j'écris en studio, je fais tout en studio. Ah, ok. Bah, ça prend un petit peu plus de temps, je dirais 10 heures. Mais là, genre, exemple, hier, j'étais au studio, j'y ai passé 2 heures. Donc, vraiment, ça dépend. Et quand tu es accompagné d'un autre artiste, ça prend plus de temps parce qu'il faut de l'échange, il faut de la communication, il faut que vous vous captiez. Donc, ça prend plus de temps quand vous êtes... Et est-ce que vous voyez le temps passer? Vous voyez le temps passer au studio? Non. Ou, moi, je vois pas le temps passer. C'est quand je rentre que je me dis, ah ouais, j'ai duré. Sinon, les heures, je les compte pas en vrai. Aurélien, j'ai une question. C'est quel a été le moment le plus difficile de ta carrière? Ah, c'est une bonne question, ça. Je dirais mon premier match en pro. Mon premier match en pro, pourquoi? Parce que, évidemment, c'était un moment de joie, parce que c'est le premier et tu vas t'en souvenir toute ta vie. Mais d'un autre côté, tu te dis, ah ouais, il y a du chemin à parcourir. Tu vois, physiquement, tactiquement, la connaissance que tu as du jeu, tu vois, t'as pas encore l'expérience nécessaire pour vraiment performer à un très très haut niveau. Donc, tu sais, t'as joué en catégorie de jeunes et là, t'arrives avec les grands et tu te dis, ah ouais, putain, c'est un autre niveau. Donc, c'est peut-être ce moment qui te met une petite claque et tu te dis, bon, ok, ça va être une longue aventure, mais c'est excitant et on est encore dedans, donc tant mieux. Ok, merci. Aussi, j'ai une question pour toi, Aurélien. T'as joué une finale de Coupe du Monde. Comment tu te prépares à la jouer quand tu arrives sur la pelouse et comment ressens-tu du coup la défaite en finale? Non, pour la préparation du match, c'est différent. Tu sais, en fonction des matchs, t'as plus ou moins d'adrénaline ou quoi. Évidemment que la finale de la Coupe du Monde, c'est le summum du football. Donc, il y a beaucoup de pression. Tu sais, la nuit d'avant, tu penses que tu vas dormir. Et en tout cas, moi, pour ma part, j'ai pratiquement pas dormi. Tu essayes de faire des choses qui vont te détendre, un peu plus que d'habitude. Quand c'est un match un peu plus tranquille, justement, tu vas essayer d'activer ton corps. Mais pour une finale de Coupe du Monde, il faut que tu sois un peu plus tranquille pour être plus calme. Et après, la vérité, c'est que la défaite en finale, ça fait mal. C'est quelque chose qui restera gravé en moi. Mais après, ça fait partie des étapes de la vie. Tu vois,
fois, c'est un échec, comme on dit. On a tous connu des échecs, on va tous continuer à en connaître et ça forge pour le futur. Ok, merci. Et j'aurais 2 questions, je sais pas si c'est plausible de les poser. La première, elle est pour Monsieur Niel, du coup. Vous êtes une figure majeure de l'entrepreneuriat en France qui inspire beaucoup de jeunes comme nous tous ici, je pense. À votre avis, quand on veut lancer une start-up aujourd'hui, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre un projet qui reste une idée et un projet qui devient une réelle réussite? Bonne question. Bonne question. Arrêtez de croire que c'est l'idée qui fait la start-up, c'est vous qui faites la start-up. En fait, tu vois toujours des gens qui te disent j'ai une super idée. Donc si tu veux, quand tu reçois des mails, j'ai dû recevoir 10 000 emails de personnes qui vont me dire je vais faire le nouveau Facebook ou je vais faire le Facebook des chiens. J'ai dû avoir une centaine de mecs qui voulaient faire le Facebook des chiens. Enfin, tu vois, le truc est là. En fait, la réalité, c'est moins l'idée que la volonté que vous avez de réussir et de vous en sortir. Parce que les idées, on en a tous. Tu vois, on a tous des idées. C'est super simple d'avoir des idées. C'est ensuite comment tu les mets en œuvre. Je suis sûr que ces 2 garçons là, ils ont eu plein d'idées dans leur tête, mais un jour ils se sont bougés et ils ont créé le truc réellement. Ils ont vraiment fait que ça marche et que ça fonctionne. Et c'est ça la différence, tu vois, entre un bon entrepreneur et quelqu'un qui n'est pas dans ces sujets-là. C'est sa capacité de dire je vais le faire. Et c'est vachement plus dur. Avoir des idées, c'est super simple. On s'endort, on a tous des idées. Mais les transformer en quelque chose de réel, c'est beaucoup plus dur. Donc elle est là, je pense. Et souvent, les gens ramènent ça aux idées. Ça, c'est la bonne idée, ça, c'est la mauvaise idée. Franchement, l'idée, c'est pas le sujet. C'est comment on se bouge pour faire quelque chose. Et ensuite, c'est dur d'être tout seul. C'est le deuxième élément. On est quand même vachement mieux à 2. C'est-à-dire qu'on se challenge, on se fait monter tous les 2, on se fait monter à 2 et on fait des plus grandes choses. Donc, toujours essayer de faire ça à 2, de partager ce qu'on a envie de faire. C'est plus simple, c'est se motiver quand il y en a un qui a un coup de mou et qui remettent la pression sur l'autre. Ça aide sur la création d'entreprise. Sur d'autres sujets, c'est pas la même chose. Mais sur la création d'entreprise, ça aide beaucoup. Moi, je m'appelle Sacha, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Ce que j'ai à dire, c'est plus une affirmation qu'une question, mais j'aimerais du coup avoir votre avis, puisque votre parole, elle a un peu plus de poids que la nôtre. C'est ce que vous disiez sur l'école et sur son importance et le fait que ça nous offre la culture générale. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que ce que j'ai pu remarquer dans les dernières années, donc la 3e et la 2e, et ce qui va venir plus tard, donc la 1re, c'est que surtout ce qu'on nous apprend à l'école, c'est qu'on nous entraîne pour les diplômes, mais un peu moins pour ce qu'il y a après, c'est-à-dire la vie. Donc, comme vous l'avez dit, on fait pas de paperasse, on nous explique pas vraiment comment ça fonctionne les impôts, ou même s'occuper d'une maison ou d'une famille, ce qui est franchement crucial. Et ou même pour les langues, si vous vouliez vraiment être bilingue en anglais, 3 heures, ça suffira jamais. Si vous voulez vraiment être sportif, 2 heures, ça suffira jamais. Donc, l'avis qui m'intéresse, c'est pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait ajouter à l'école et ce qu'il faudrait enlever? Parce que la culture générale, en réalité, on nous en donne pas tellement. Moi, je pense qu'à l'école, on nous enlève un peu notre instinct, tu vois. C'est-à-dire que, tu sais, des fois, t'as envie de faire des choses, mais on te remet dans le truc mathématique en mode, voilà, faut faire ça comme ça, mathématiquement, faut suivre les règles. En fait, à l'école, on te met direct dans des cases qui t'empêchent de te développer créativement et de suivre ton instinct en mode, oh, je vais faire ça, et ça se trouve, je vais me louper. Et du coup, ça devient un peu une honte. Les notes, ça devient le truc où, ah, j'ai une mauvaise note, c'est pas bien. Alors qu'en vrai, t'as un 4, on s'en bat les steaks. Le truc d'après, tu feras mieux. Mais tu vois, t'as une oppression comme ça, où en fait, on veut te faire suivre mathématiquement un schéma. Un cadre, ouais. Alors que je pense qu'il faut, comme tu le disais, garder un peu d'humanité et d'instinct, de créativité. Peut-être avoir des temps où aussi ça discute juste sur des sujets de la vie, sur des choses, sur des avis. Ça fait des débats aussi. On débat pas à l'école. Je sais pas vous, mais toi, t'as pas trop de débats en mode « Ah, t'en penses quoi de ça ?» Et t'as des conflits où en classe, tu dis « Non, moi je suis pas d'accord, moi je suis d'accord. » Et pour essayer de trouver c'est quoi la bonne direction, je pense que ça manque un peu de ça aussi, de débat humain. Mais pour autant, je dirais l'école aujourd'hui, ça reste essentiel. C'est-à-dire que ce diplôme qui, finalement, ne valorise pas forcément ni une intelligence, ni un bagage, c'est pas ça que ça matérialise. Mais c'est un passage, on va dire, obligatoire pour une vie active. Faut jouer le qui jeu. rentre dans ce cadre. Exactement, faut jouer le jeu. Moi, j'ai des enfants, ce que je dis à mes enfants, mon fils, il est en licence aujourd'hui et il aime pas ce qu'il fait. Et je lui dis, essaye d'aller vers quelque chose que tu aimes, etc. Mais il n'arrive pas à trouver véritablement Mais je lui dis, mais lâche pas ce que tu as aujourd'hui, va au bout. Et j'espère que tu n'auras pas besoin de ces diplômes-là pour avoir la vie que tu souhaites avoir dans un domaine que tu aimes. Mais malheureusement, on est peut-être dans un système trop normé, en fait. Et on se retrouve pas tous dans ce système-là, mais comme Aurèle il vient de le dire, c'est les règles du jeu. Et si on sort de ces règles-là, parfois c'est qui tout double. Ça veut pas dire que si vous
ne respectez pas ce schéma, et plusieurs personnes ici en sont la preuve aujourd'hui, vous ne réussirez pas professionnellement dans la vie. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, la majorité doit suivre ce programme-là et ce cursus pour essayer par la suite d'accéder à un emploi traditionnel, on va dire, et espérer. Pour rebondir sur ce que vous dites, Sébastien, l'école, c'est en effet essentiel. Et c'est vous qui le dites, c'est les adultes. Mais nous, du coup, de notre point de vue, elle n'est pas du tout essentielle parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Inoxtag, tout ce qu'on apprend, pour l'instant, on ne l'utilise pas. Ah non, mais on se disait la même chose. On dit la même chose. Hein. Mais, du coup, moi, ce que je plains, c'est qu'on ne nous la rend pas essentielle à nos yeux. Alors qu'il pourrait très bien, il y a plein de choses qu'aujourd'hui, par exemple, il y en a, on a quoi, 16 ans, il y en a qui commencent déjà à passer le permis de conduire. Pourtant, la voiture, on n'en parle jamais à l'école. Pourtant, on en voit partout. Et du coup, moi, ce que j'aimerais qui se passe, c'est qu'on nous fasse comprendre que ce soit essentiel, que tout n'est pas sur nos épaules. Parce que ce qu'on nous dit, c'est que l'école, c'est pour vous, c'est vos notes qui sont importantes, et c'est ce que ça va vous aider pour votre travail de plus tard. Sauf que la vie, c'est pas que le travail. Et que faut aussi nous aider dans la vie d'après et de ce qu'on fait en rentrant chez nous. Donc voilà, c'est ça que je plains. Et par exemple, tu vois, des fois, bon, moi j'étais comme toi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais des fois, tu vois, rien que le fait d'être obligé, faire ses devoirs, tu vois, avoir une rigueur dans la vie, ça t'apprend des choses, tu vois. Genre en mode, tu vois, t'es livré avec toi-même, t'es obligé de faire tes devoirs. Des fois, t'as pas lu ton livre parce que t'as le contrôle, là, tu sais, où tu dois répondre aux questions du livre. Tu vas sur ChatGPT, tu fais un résumé du livre. On l'a tous fait, ça. Enfin, moi, il y avait pas de ChatGPT, mais je pense que vous, maintenant, ChatGPT, ça aide de ouf, tu vois. Mais c'est tous ces trucs-là où on essaye de s'organiser et ça te donne quand même des schémas, même socialement, tu vois. Tu te crées des potes, tu parles à des gens, tu vois. Il y a des pour, il y a des contre, tu vois. Mais je pense qu'il y a... Puis je dois suivre des règles aussi. Il y a des règles, tu vois. Tu vois, tout simplement. Et plus tard, dans ce qu'il y a après les cours ou quoi, si jamais tu as un objectif ou envie de faire quelque chose, tu vas devoir te mettre des règles. Je m'appelle Ibrahim. Je voudrais poser une question pour Inox. C'est quoi le truc le plus gênant ou bizarre que tu aies coupé au montage? Que j'ai coupé au montage? Il faut te mettre dans la sauce, lui. Des blagues hard. Des vraies blagues de ouf. Des blagues que tu fais entre potes, que si tu mets sur Internet, t'es dans la sauce de fou. T'es cancel? Hein? Ouais, là, un jour, anecdote. Mec, je serais pas là. Anecdote, un jour, on faisait un tournage, tu vois, quand on fait les 24 heures menotées, là. Bah, tu sais, on filme toute notre journée. Du coup, on fait des blagues entre potes et tout. Et un jour, il y a la carte SD, on l'a paumée au bowling, tu vois, on faisait un parti de bowling. On a paumé la carte SD. Et dans la carte SD, il y avait des dingueries. Mais des dingueries, hein. On se faisait des blagues entre potes en mode, je pense là, c'est fin de carrière, tu vois. Et là, on s'est dit, bon, bah, vas-y, je vais faire une vidéo. Si jamais les gars, vous voyez la carte SD, c'était des blagues. J'avais déjà préparé le truc, tu vois. Et donc, ouais, voilà, c'est des blagues entre potes que tu peux pas faire sur Internet. La carte SD. On l'a retrouvée. Heureusement, on a retrouvé la carte SD. Mais en gros, ouais, des fois, tu peux faire, il y a des blagues que tu peux faire entre potes que tu peux pas mettre sur Internet. Et donc, il y a eu ce moment gênant où on a cru qu'ils allaient choper la carte SD, c'était fini, frère. Dernière question, peut-être. Alors, bonjour. Moi, je m'appelle El Mehdi. Et j'ai une question globale pour vous tous. Est-ce que vous avez une charge mentale énorme et quelle est votre charge mentale, quoi? Pour un humoriste, une chanteuse, un créateur de contenu, un grand PDG et un joueur de foot? Moi, Xavier, j'aimerais savoir c'est quoi ta charge mentale, par exemple. Je te jure, j'ai une vidéo, j'ai pas de charge mentale. Ah ouais? Pas ou plus? Plus, je crois que tu te mets plus la pression à un moment, tu vois, c'est cette chance. Mais attendez, moi je m'amuse tous les jours. Mais même, tu vois, quand j'avais 20 ans, je m'amusais. On s'amuse tous, hein. Non, mais tu vois, je pense que c'est une énorme chance. T'as des mecs en face de toi, ils jouent sérieusement. Je parle pas, tu vois, dans le business. Et toi, tu t'amuses. T'as gagné. Oui, mais on a tous une charge mentale dans ce qu'on fait. Moi, ma charge mentale, par exemple, c'est pareil que ce que tu disais, Paul. Moi, tous les jours, je travaille pour pas que ça s'arrête, ce que je fais, mes différents métiers. Et ma charge mentale, c'est attention, moi j'ai ma famille derrière, j'ai mes enfants, j'ai envie que voilà. Et après, la deuxième charge mentale, c'est j'ai pas envie de décevoir aussi les gens. Ce que je fais fondamentalement, c'est de le partage avec les gens. J'ai envie de leur faire honneur. C'est-à-dire que la confiance qu'ils m'ont donnée depuis toujours, j'essaie de leur rendre. Et donc, c'est quand même une charge. Et la charge mentale, c'est demain, tout peut s'arrêter, quoi. C'est exactement ça que j'allais dire. Ça me stresse absolument pas. Ah bah. T'as la maturité qu'on n'a pas encore. Mais surtout, tout T'as vu, Bouvois, il m'appelle par mon nom, ils appellent les autres par leur prénom. Tu vois le truc, c'est pas la même. Mais c'est eux qui se la mettent, la charge mentale. Non, franchement, moi, j'ai toujours l'impression que demain, ça ira mieux qu'aujourd'hui et que ça sera encore mieux.
C'est l'optimisme. Hein? C'est l'optimisme. Ouais, je suis toujours optimiste. Mais si tu veux, enfin, est-ce que vous pensez que vous allez mieux réussir avec le bac en étant sûr que vous allez cartonner ou en étant sûr que vous allez vous planter? Moi, je pense que quand tu pars en croyant que ça va marcher, déjà tu le tentes, parce que sinon tu le tentes pas. Et quand tu l'essayes, tu as plus de chances de réussir. Donc je suis super surpris que vous parliez de charge mentale. Ça me stresse, hein. Je sais pas, 15-16 ans, vous parlez de charge mentale. Vous allez avoir des vies horribles. Arrêtez, mettez-vous ça en dehors, quoi. Kiffez la vie, je vous en supplie. Mettez-vous pas de charge Je kiffe mentale. trop comment il voit la vie, Xavier. Non, mais c'est pour ça que je lui pose des questions à chaque fois. En backstage, que je lui parle. Je veux trop apprendre tout ce qu'il sait. Non, mais soyez super optimiste. Sérieux. Si tu te mets dans l'esprit que tu vas pas réussir à monter en haut, mais non, c'est sûr. l'Everest, t'es mort, quoi. C'est sûr. Donc soyez optimiste, mais vous mettez pas de charge mentale, vous allez tous cartonner. Mais le monde. Mais soyez optimiste, t'es obligé d'être optimiste. Mais le monde dans lequel on vit, il est quand même super négatif sur plein de choses. Donc du coup, mais surtout, putain, je dirais surtout avec les réseaux sociaux. Le môme de Créteil que je suis, qui est né dans une famille moyenne, qui est là, tu le mets dans le classement Forbes avec des mecs que vous regardez tous les jours à la télé. Elle est où la probabilité? Elle est nulle part. Elle est nulle part, la probabilité. La probabilité que tu sois à ton niveau de joueur de foot en partant d'où tu pars, elle est où? Elle est nulle part. Mais parce que tu y as cru un jour. Si vous croyez pas à quelque chose, si vous n'êtes pas optimiste, il se passera rien. Il se passera rien. Donc soyez optimiste. Ayez des rêves disproportionnés. De temps en temps, ça va marcher. Et c'est pas grave, vous plantiez, parce que si vous en plantez, vous en reprendrez un autre, vous en referez un autre, et celui-là marchera. Et puis si celui-là marche pas, vous en ferez un autre, et à un moment, ça marchera. Postez 1000 vidéos sur TikTok, il y en a peut-être une qui marchera. Mais vous avez plus de chances si vous en postez 1000 que vous en ayez une qui marche que si vous en postez qu'une. Essayez, tentez, et à un moment, ça finira par marcher. Ayez des rêves disproportionnés, et ça finira par fonctionner. Vous savez, je suis le mec qui se plante le plus sur Terre. Je me plante tout le temps. Quand je vous raconte ça, vous n'allez pas me croire. Je vous donne mes exemples. L'année dernière, j'ai voulu racheter M6. Je me suis planté. Ça arrive. J'ai essayé de le racheter. Les mecs m'ont dit, va te faire foutre. J'ai voulu racheter une chaîne de cinéma, ça s'appelait CGR. Tous les journaux ont dit, il a gagné. Le vendeur, il a dit, j'ai changé d'avis, je vends plus. Ok. Je me suis planté. Comme je m'étais planté sur M6, j'ai déposé un dossier pour essayer de remplacer M6 comme chaîne de télé. Ok. On a fait ça. On a été ridiculisés à parler pendant 2 heures qu'on allait les tuer, qu'on allait les niquer. J'ai perdu. J'ai Donc passé. tu voulais rayer M6 de la carte, en fait. Mais ouais, direct. Mais c'est pas ouais, rien que ça. Il a dit, vas-y. J'ai pas pu racheter, j'y vais. Mais t'es obligé, tu sais quoi, je passe mon temps à me planter. Je veux encore des exemples, moi, ça m'intéresse. Mais t'en as des milliers comme ça, t'en as tous les jours. Je me plante tous les jours. Mais c'est parce que je tente tous les jours. Et de temps en temps, il y a un truc qui marche. Et les mecs le disent, putain, c'est un goat, quel tueur. Mais non, j'ai passé mon temps à me planter. Franchement, elle est là, l'histoire. Plantez-vous. Parce que de temps en temps, tu le racontes super bien. Les comédie clubs, tu t'es planté combien de fois dans les 10 clubs? Mais tu l'as fait 100 fois, 1000 fois. Et un jour, ça a marché. Mais si c'était pas planté 200, 300, 400 fois, 500 fois, Paul, il serait pas là devant vous aujourd'hui. Testez, soyez optimistes, arrêtez des conneries de charge mentale, mettez-la derrière, vous en foutez, vous allez cartonner. En fait, tu seras le futur champion du monde parce qu'on va gagner la prochaine Coupe du Monde. On est sûr. Soyez optimistes, allez-y, foncez, forcez, faites des trucs. Ça va finir par marcher. Bah, c'est une super conclusion. Ouais, merci. Franchement, là... J'ai envie de racheter M6 moi aussi. On m'a donné envie. Merci, c'était... Super pour ta question, c'est toi le MVP de l'épisode. Ah, franchement, tu nous as fait une conclusion magnifique, bravo. Bravo. Oui, il est temps de remercier tout le monde. Merci à tout le monde. Voilà. Déjà merci à vous d'être venu assister à l'émission. Merci à ceux qui nous regardent et évidemment, merci à vous, nos invités. C'était vraiment mortel de vous avoir aujourd'hui. Super intéressant. Merci à vous. Ouais, j'espère que vous avez kiffé. Ouais, de ouf, merci beaucoup. C'était un plaisir. Super. À bientôt pour un nouvel épisode. Exactement.